Et boum les gars, bienvenue dans un nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Saison numéro 5, on n'arrête pas le progrès, on a aujourd'hui un Human Beatbox intégré pour sortir des génériques inédits. Son nom c'est David Le Nouvel. David, comment ça va ? Bonsoir, c'est le deuxième podcast en 2 jours, c'est la fête. Je suis toujours choqué qu'on soit à la 5e saison. Je savais pas que tu avais 5 saisons. Bah écoute, si j'ai 5 saisons de qualité très inégale, je dois bien te le dire. Donc c'est-à-dire que quand j'ai interrogé Christian Galli, qui était l'un de mes premiers invités pour le podcast, il avait 40 ans. Et aujourd'hui il va faire les games en plus de 60. Ah bah non, il fera pas. C'est pas bien. Par contre, j'étais où moi dans toutes ces saisons là? Parce que tu m'invites que dans la 5e du coup. Ah c'est pas vrai, t'étais présent dans la 4e. Je rappelle pour les fans du Shaker Show que si vous creusez un petit peu dans les profondeurs, vous trouverez des commentaires de certaines épreuves des games avec David Le Nouvel avec moi. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est la 5e saison du Shaker Show et il est temps pour moi, comme d'habitude, de remercier mes sponsors. Et le premier qui fait son grand comeback, c'est mon sponsor officieux au sein du Shaker Show. Il vous a sans doute manqué, mais écoutez bien son nom. C'est la fameuse Fitted, ok, la Fitted parfum citrus medley. Qui fait son grand retour comme sponsor officieux du podcast. Je le rappelle pour ceux qui n'y croient pas, mais le Fitted est un fruit qui pousse sur le Fitedier. Bref, quoi qu'il en soit, si vous aimez la limonade fonctionnelle, et ben vous savez que c'est ce truc-là que vous devez boire. Et puis comme ça, vous rendrez un fier service à ma poteau Jeanne qui se reconnaîtra et à qui je souhaite bien la bienvenue dans ses nouvelles fonctions. Plus sérieusement, mon deuxième sponsor officiel, celui-ci, mon partenaire depuis maintenant plusieurs semaines, et ben c'est Wodengo. Wodengo, si vous ne les connaissez pas, je le dis, je le répète, c'est non seulement l'une des meilleures marque d'équipement pour l'entraînement fonctionnel, mais c'est aussi une marque française faite par des passionnés qui eux aussi se reconnaîtront et qui produisent des produits qui sont testés du côté de Perpignan par quasiment aujourd'hui un vétéran de la communauté CrossFit et son nom c'est Guillaume Manua, l'un des plus gros athlètes de l'histoire de la communauté CrossFit francophone et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à produire aujourd'hui du super équipement, des maniques, des genouillères, des ceintures. Donc bref, si vous avez envie de vous entraîner en sécurité comme jamais, de garder des mains tellement douces parce que même après 200 bar muscle up grâce au power grip, vous serez incapable de vous faire des cloques, vous allez prendre vos produits directement sur www.wodengo.com et pour vous remercier de votre fidélité envers le podcast, quand vous sortez, vous tapez Shaker 15 et ça vous fera 15% de réduction sur tout votre panier de produits. Il n'y a rien qui va dans ma poche, c'est que pour vous les auditeurs du Shaker Show, donc les gars, profitez-en. À quel moment tu décides que tu passes d'une saison à l'autre? C'est septembre. Ah d'accord. Ok, j'apprends un truc. Et en tout cas, ce soir, même si c'est parfois notre habitude, croyez pas, on va pas être dans un monologue ou un duo, un ping-pong verbal entre David et moi. J'ai la chance d'être ici aujourd'hui à Bandol, à CrossFit Bandol, parce que si vous écoutez le podcast régulièrement, vous savez qu'on y a donné une formation au WE Coaching. C'est une des interventions qu'on fait avec David dans les box. Et donc avec moi, j'ai pas... En plus de David, mais bien 2 invités. J'ai avec moi le honneur de cette structure qui s'appelle Stéphane. Steph, comment tu vas, gros ? Salut l'équipe, ça va nickel. Je sors de 2 jours de formation avec vous les gars, c'était vraiment la folie. On s'est régalé et on est heureux. Vous sentez le bonheur dans sa voix ? Est-ce que vous sentez le bonheur dans sa voix ? Ok, il s'appelle Stéphane, son surnom c'est Stark. J'ai jamais vu un mec tellement fan d'Ironman de toute ma vie, même en dessous des chaises, dans la partie un peu chill de sa box, entre un bouquin de Jiu-Jitsu et un exemplaire du Level 1, vous avez une bande dessinée sur Ironman. Ok, avant qu'on continue, Steph, est-ce que tu veux faire un peu de culture générale autour du coup de Tony Stark et d'Ironman ? D'ailleurs, je crois que c'était la date, hier c'était la date officielle où Tony Stark est mort dans l'univers Marvel et je pense que pour ça on peut faire une minute de silence avec les auditeurs. On peut faire une minute de silence ou je peux améliorer ta culture G. De quelle couleur est Iron Man d'un point de vue original dans la BD ? Rouge. Ok, rouge-orange. Rouge-orange. Ouais, rouge-orange. Ok. Et c'est un personnage qui a commencé à apparaître dans la bande dessinée dans les années 70-80, si je dis pas de bêtises.
Et à l'époque, aux États-Unis, l'orange, eh ben, il faut quand même savoir que c'était la couleur représentative des gays. Ok, donc, oui, il y a de très fortes chances qu'en fait, Tony Stark soit le premier personnage de bande dessinée de Marvel, en fait, gay, ok, et qui soit vraiment, qui a été dessiné dès le départ pour un petit peu être appealing pour la communauté homosexuelle masculine notamment. Et donc, même le côté, genre, tout le côté apparat, toujours à traîner avec des nanas et ci et ça, et ben, c'est peut-être, d'après certains fans, qu'une couverture, ok, pour un petit peu dissimuler la sexualité véritable de Tony Stark. Aïe, dur. Je crois que je vais changer. Général. Non, ben c'est pas une question de changer, mais c'est juste pour vous dire que c'est cool, quoi. Voilà, on peut en apprendre tous les jours. Et donc avec moi, j'ai Steph, mais j'ai également l'un des entraîneurs qui est resté avec nous pendant 2 jours et qui n'a pas démérité. Ok, son prénom c'est Loïc, son surnom c'est Nomade, mais après ces 2 jours, je ne sais plus si je dois l'appeler Loïc ou Nomade, mais quoi qu'il en soit, comment tu vas? Ça va très bien, très content d'avoir passé ces 2 jours en compagnie de deux excellents formateurs qui se sont déjà présentés. Donc vraiment ravi de toute cette formation et de tout cet enrichissement au niveau coaching qui par la suite m'apportera beaucoup et me fera développer un petit peu mon coaching dans le CrossFit. Donc vous avez compris l'objectif de ce podcast, ok? On a pris des mecs en formation 2 jours, on les a bourrés de Lexomil et de pain total, et ensuite de force, on leur demande de complimenter ce qu'on a fait avec eux pendant ces 2 jours de boulot, ok? Nomade, franchement c'est cool de nous complimenter comme ça, merci. Sache que vraiment, blague à part, c'était un plaisir de passer ces 2 jours avec vous, mais quoi qu'il en soit, l'objectif de ce podcast, c'est pas de faire l'apologie de ce qu'on a fait ensemble, ok? Chais pour ceux qui n'étaient pas là, et chais pour ceux qui n'ont pas encore fait cette formation. David et moi, on sera toujours là de toute manière à votre disposition. Mais l'objectif, c'est vraiment plutôt de faire un petit peu, de dresser des portraits, de gens qui sont investis finalement dans le CrossFit. Aujourd'hui, on est hyper heureux, on a eu l'occasion de passer 2 jours avec vous, donc on s'est rendu compte encore plus davantage de cette implication. J'ai dit en rigolant que Steph, c'était un fan entre guillemets de Tony Stark et d'Iron Man, mais je veux dire, si un jour vous êtes de passage du côté de Bandol, Toulon, Fréjus, Sanary et toutes ces villes-là, je veux dire, il faut vraiment se pointer dans la boxe pour comprendre. C'est un univers ici de ouf avec des fresques, des figurines. Je veux dire que c'est, à mon sens, c'est un endroit qui est aussi culte que CrossFit Gijan. Je sais pas si un jour tu as déjà eu l'occasion d'aller à Gijan, qui est proche de Montpellier, mais c'est aussi un endroit où vraiment c'est un univers, tu vois, au même titre que Culture Fit à Toulouse, où vraiment les honneurs, ils ont créé quelque chose un peu à leur image, et c'est un peu le cas ici, et c'est assez dingue. Et donc les premières questions, elles vont être pour toi, hein, Steph. J'ai envie que tu racontes, si t'es chaud, dans un premier temps, déjà ta découverte avec le CrossFit. Comment ça se fait que tu sois tombé dans la marmite quand tu étais petit? En fait, ma découverte avec le CrossFit, elle vient des arts martiaux et des sports de combat. À la base, je voulais rentrer à l'armée pour servir, tout ça, dans les forces spéciales. Et du coup, je me suis mis à la boxe pied-point, aux arts martiaux. J'ai fait du K1. Et un jour, j'ai un collègue du club qui m'a dit à l'époque, Steph, tu connais le CrossFit? Je dis non. Il me dit, bah, va voir sur YouTube. Et je suis allé voir, je tapais CrossFit sur YouTube. J'ai vu des machines de guerre qui montaient à la corde, qui tiraient des barres, qui étaient incroyables. Et je me suis dit, ah ouais. C'est comme ces gars-là que je voulais être, parce que je faisais un peu de compétition et je voulais être plus performant, plus endurant, avoir une meilleure récup, etc. Et du coup, j'ai fait une séance de CrossFit à CrossFit Seafort. Et je me croyais sportif. Je faisais des pompes, je courais, je montais les escaliers. Bref, la prépa de boxe, je me croyais vraiment sportif. J'ai fait un petit WOD AMRAP 8 minutes, 10 kettlebell swing à 12 kg, 10 burpees. Le coach, il m'a dit le plus de tours possible. Et j'avais pas de notion de pace ou quoi que ce soit. Et je me suis envoyé. Je crois que j'ai tenu 3-4 minutes. Et après, j'avais envie de vomir. Et du coup, de base, je suis un mec humble avec les arts martiaux. Mais là, ça m'a vraiment encore remis un... Je passais de nimble à dépressif. Ah ouais, j'ai fait assez ça en fait, la vraie intensité, c'est ça le vrai niveau de sport, et j'ai pris une claque et ça m'a vraiment inspiré, motivé pour devenir une meilleure version de moi-même, un meilleur athlète du moins. Sur le moment, c'était plutôt pour performer sur le ring, et au final, bah, je suis tombé dedans, quoi. Je suis tombé amoureux du process, j'ai trouvé ça cool, et après voilà, j'ai fait un petit chemin. J'aime bien cette expression, je suis tombé amoureux du process, parce que moi aussi j'ai des sports de combat de base, et franchement jamais j'aurais pensé lâcher pour du crossfit ou pour une activité entre guillemets de fitness.
Et c'est vrai que je vois un petit peu ce que tu veux dire, parce que dans la répétition des WOD, on a vraiment cette sensation d'avancer. Et c'est pas qu'on aime moins les sports de combat, enfin du moins pour mon cas, mais c'est qu'à un moment donné, tu te dis mince, si je vais faire un sparring aujourd'hui ou un cours, je vais avoir des bleus sur les jambes et sur les bras. Du coup, je vais avoir mal. Donc quand je vais aller WODer, je vais avoir un peu plus de mal à performer et j'arriverai pas à faire mieux que ce que j'ai fait la dernière fois. Et du moins dans mon cas, c'est ça qui petit à petit m'a fait un petit peu lâcher, parce que j'avais le sentiment que je progressais peut-être un petit peu moins dans ce qui était avant ma discipline de prédilection, et je me disais c'est gâché d'aller m'entraîner pour pas progresser alors que je pourrais aller faire du crossfit et en fait devenir meilleur. Qui c'était les coachs que tu avais à l'époque à Sifour, ou le coach principal que tu avais à Sifour? Les coachs principaux, je crois qu'il y avait Thibaut Thomasin à l'époque où il était à Sifour. C'était en 2013, avant qu'il aille à Flux, je crois, de souvenir, CrossFit Flux à Toulon. Ouais, c'est ça, qui vient du rugby. Je crois que ça n'existe plus maintenant. Et après, il y avait Guillaume Guillot aussi qui m'a fait un WOD. Et après, je crois que c'est tout. J'ai fait 6 mois là-bas. J'ai eu une fracture de fatigue tellement j'étais en surentraînement. Je faisais trop de trucs. Et après, j'ai fait partie de ces gens-là qui ont arrêté le CrossFit parce que c'était trop cher. Et au début, je comprenais pas. Je me disais, putain, on paye un abonnement 80 € par mois. Pourquoi au final? Pour qu'on te dise, vas-y, jette-toi au sol, debout. Je peux le faire moi-même. Et j'ai fait un peu cette erreur-là de jugement, de croire que c'était trop facile. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à enseigner le crossfit, ou plutôt le cross-training dans un dojo clandestin avec des petits kettlebells, des barres de muscu, des tractions strictes, etc. Et au final, j'enseignais ça à 3-4 copains, des gars du club, des voisins, tout ça. Et rapidement, j'ai fédéré 5, 10, 15 personnes et ça a pris de l'ampleur. Avant, je m'entraînais avec les gars et puis après, je me suis dit, putain, et tout le monde voulait ramener son copain tellement c'était cool de transpirer ensemble. Et là, je me suis dit, ah ouais, je pense qu'il faut faire quelque chose parce que, il faut que je les coach et que j'arrête de m'entraîner avec parce que je peux pas faire les deux en même temps. Et puis après, j'ai mon sensei de l'époque, là, William Wustenberg, qui était président du club de boxe à Bandol, qui m'a dit, Steph, c'est pas mal ce que tu fais. Par contre, ça serait cool que tu passes des diplômes, une formation quand même. Et il m'a mis le pied à l'étrier. Et d'ailleurs, je le remercie pour là parce que sans lui, je serais pas là. D'ailleurs, il m'a permis de réaliser un rêve de gosse parce que depuis tout petit, depuis la 6e, ça m'a rappelé un flashback. Je voulais être prof de sport. Et j'ai été influençable à l'époque où jeune et naïf, où j'écoutais les gens, les adultes qui me disaient « Ouais, mais le sport, c'est bouché, il faut faire 5-6 ans d'études et tu n'auras pas de travail. » Mais du coup, je me suis mis à bosser dans d'autres boulots. La restauration, les chantiers, etc. Et ce gars-là, il m'a remis le pied à l'étrier en disant, mais vas-y Steph, en fait, fonce, va passer un BP, fais ci, fais ça, c'est cool. Et j'ai passé mon BP et j'ai kiffé enseigner. J'ai sorti de mon BP, je passe mon L1. Et avec toi d'ailleurs, Eli, au Louvre. Et du coup, c'était le début d'une aventure, quoi. Et j'ai trop kiffé. Et je suis passé d'un petit dojo cross-ring. Après, il y avait 20-25 personnes. J'avais un cours par semaine, puis 2, puis 3, puis 4. Et j'ai voulu dans un dojo municipal. J'ai essayé de faire évoluer la structure, mais c'était compliqué. J'avais pas la main. Et du coup, un jour, j'ai trouvé un local comme ça. Et je me suis dit, feu. J'ai mis mes petites économies. Ma mère m'a aidé dedans beaucoup. Et j'avais une poignée d'adhérents. Et au début... je me suis pas payé pendant je sais pas combien de mois et mes rentrées d'argent ça avait juste à payer le loyer, payer l'affiliation et un peu de matos. Et voilà, de fil en aiguille, où on en est. C'est cool quand même parce que tu t'en rends pas compte, mais t'as plein de points communs avec Greg Glassman. Premier point commun, c'est que Glassman, au début, quand il a commencé vraiment à entraîner le crossfit sérieusement, c'est une histoire que j'ai déjà racontée parfois sur le podcast, donc désolé si je radote, mais il l'a fait dans une salle qui s'appelle The Pit. Ok, c'est un dojo aux États-Unis et c'était le seul endroit où, après s'être fait virer de plein de Globo Gym, il avait encore l'autorisation de coacher et d'avoir des clients, parce que c'était un dojo de Kempo combat dans lequel le patron il disait ouais vas-y fais ton truc dans ton coin, fais payer tes clients, je m'en fous. C'était le dojo de Chuck Liddell. Ok, ancien champion de l'UFC, celui qu'on appelle Chuck the Iceman Liddell, avec une crête au-dessus de la tête, le bouc. Ça comme ça quand il l'emporte. Pour regarder, c'est assez vieux, hein, c'est l'époque de Tito Ortiz, etc. Il joue dans plein de films surtout. Oui, c'est vrai qu'il joue dans plein de films de séries ZZZZZ. Non, il joue dans des Need for Speed ou dans des Fast and Furious, je pense. Chuck Liddell? Ouais. Ok, faudrait aller chercher là. Si c'est David Le Nouvel qui me donne des cours de pop culture, franchement, c'est chaud patate. T'as descendu, Eli. Exactement, ouais, c'est sûr. Donc là, on a trouvé sa photo. Ouais, c'est la seule coupe que je peux me faire maintenant, de toute façon, la coupe de Chuck Liddell. Et donc il a commencé comme ça, et après seulement il a ouvert sa première salle, pareil avec ses économies à Santa Cruz. Moi je trouve ça cool, c'est que toi t'as beau avoir un narratif dans lequel tu dis
j'ai arrêté le crossfit parce que c'était trop cher. Moi j'entends j'ai arrêté le crossfit parce que c'était trop cher pour ce que j'en retirais à ce moment-là. Et tout de suite, quand tu racontes ton histoire, tout d'un coup tu parles de la casquette de, on va dire, d'entraîner à entraîneur. Ok, et donc au final, moi ce que j'entends, c'est plutôt ce que tu as dit comme mot, genre fédérer. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui va fédérer des groupes de 25 personnes pour aller faire des kettlebell swings sur un tatami. Je veux dire, voilà, c'est pas un truc à sous-estimer. Et c'est important parce que pour devenir un honneur de salle ou pour devenir un coach de CrossFit, en fait, avoir la capacité à fédérer des gens autour de soi, c'est un point qui est important, mais aussi avoir la volonté de transmission, le fait de te dire, ok, en fait, je vais passer du côté on s'entraîne ensemble au côté je vais coacher, ça aussi c'est important. Okay, et tu as parfois des gens qui sont bien plus avancés dans leur histoire vis-à-vis du CrossFit et qui peut-être ont démarré tout de suite avec une salle, une affiliation ou autre, et qui peut-être pour autant ils ont mis beaucoup de temps, tu vois, à se dire ok, je suis plus un athlète, je suis un coach. Ou voilà, j'ai décidé d'avoir un groupe autour de moi versus j'ai décidé d'ouvrir une box parce que j'ai avant tout envie d'avoir un endroit où m'entraîner. Je dis pas que si vous avez ouvert une box parce que vous aviez aussi envie d'avoir un endroit de jeu et de parc d'attraction pour vous entraîner, c'est pas bien. Au contraire, hein, quand on est coach, quand on est honneur, c'est important de continuer à pratiquer ce qu'on prêche et s'envoyer. Mais tout ça pour te dire, au cas où des fois tu reposes un petit peu un œil sur ton parcours, qu'en vrai, le parcours il est cool et que rien que là dans les mots que t'emploies, il y a plein de trucs qui sont hyper importants et qui transpirent. Aujourd'hui, à CrossFit Bandol, il y a combien d'années qui se sont écoulées entre le moment où tu as donné ton premier cours sur un tatami et le moment où tu as ouvert la box? Je dirais 3 ans. 3 ans en fait. Au début, j'avais un cours par semaine et puis on était 5, 10. Le cours était full. Du coup, j'ai dit à mon prof William, s'il te plaît, je peux avoir un deuxième créneau? Il me dit, ok, vas-y, go. Et j'ai eu un deuxième créneau. Mais en plus, ce qui était ouf à l'époque, c'est que c'était dans un truc municipal. Donc, tu sais, ils se donnent un petit peu les créneaux et t'arrives, toi, en dernier avec ta petite section. Il n'y a plus de place. Tous les meilleurs créneaux sont pris. Moi, je démarrais mon cours à 20h30. Donc et on s'entraînait, j'avais pas de notion de timeline à l'époque ou quoi, je faisais des cours de 1h30. Du coup, on finissait le truc à 22h. Après, on allait se doucher, on allait manger un bout dans les petites baraques à sandwich à Bandol. Et d'ailleurs, il y avait Nomade qui était là, je m'en souviens, c'est énorme. C'est énorme parce que 5 ou 6 ans après, maintenant, on travaille ensemble et c'est super cool. On était deux petits novices, on s'entraînait ensemble et c'était vraiment cool. Parti de rien et voilà où on en est. Donc, tu vois, tu as créé véritablement une legacy. Et c'est pas pour prendre la suite de ce qu'on a pu évoquer ensemble lors de la formation, qu'on a eu parfois des échanges un petit peu houleux, mais tu vois, tu as quand même mis le doigt que les mecs qui ont la vraie passion, tu vois, ils étaient là à 20h30. Tu vois, pour s'entraîner. Donc peut-être garder ça dans un coin de votre tête, parce que peut-être que ceux qui ont certains comportements pour les bonnes raisons, qui ont vraiment le feu sacré, vous inquiétez pas. À 20h30, ils seront là. Un petit clin d'œil à la nouveauté qui va bientôt arriver. Ouais, tranquille. Et du coup j'en profite parce que tu as reprononcé son nom. Moi, je vais t'appeler Nomade. C'est trop stylé. Et puis en plus, je pense vraiment que je peux faire de toi un créateur de contenu ou peut-être un youtubeur de talent, tu vois. Et vraiment Nomade, tu vois, c'est quand même gavé stylé. Oui. Donc toi, Nomade, raconte-nous un petit peu. Du coup, t'as découvert du CrossFit, et puis voilà, tes premières expériences là-dedans. Ok. Moi, je viens aussi des milieux des arts martiaux. Du coup, vraiment passionné. J'aimais vraiment ce petit côté un petit peu opposition avec le partenaire ou l'adversaire qu'on avait en face. Donc j'ai toujours eu un petit peu ce petit rapport un petit peu de rivalité qui m'a toujours donné un petit peu d'adrénaline et qui m'a motivé à avoir un petit peu cet esprit compétiteur. Je pense que c'était déjà un petit peu mon caractère déjà de base, mais en vrai... l'art martiaux m'a permis un petit peu d'extérioriser un petit peu ça. Et puis après, un peu dans la continuité des choses, un peu marre de prendre des coups et de continuer un petit peu dans cette rythmique-là. J'avais vraiment envie de développer un petit peu ma force, de changer un petit peu, de voir d'autres personnes. C'est vrai que quand j'étais très pris dans un moule, quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à 100%. Et de ce fait, j'étais à 100% dans ce que je faisais et j'avais envie de changer, voir autre chose, découvrir peut-être un nouveau milieu. Et donc du coup, j'ai fait salle de muscu. Ça a duré un temps. Et puis je me suis dit, en fait, ça me plaît pas. J'ai pas ce rapport d'opposition, j'ai pas l'adrénaline que je veux. Alors il y a moins d'impact, mais j'ai pas l'adrénaline que je veux. Il y avait pas mal de choses. Et puis un jour, je suis tombé vraiment par hasard sur le CrossFit. J'ai vu une vidéo sur internet d'un mec, je me rappelle, qui sautait sur une boîte comme un fou de plein de façons différentes. Et je me suis dit, putain,
qu'est-ce qu'il fait? Et au début, la première réflexion que je me suis dit, c'est un gars des Yamakasi où je sais pas vraiment ce qu'il fait. Et en fin de compte, j'ai dit ok, je tapais un petit peu sur internet, voir un petit peu où est-ce que je pourrais peut-être pratiquer cette discipline. Et la seule boxe à l'époque qui était un petit peu dans le coin, c'était CrossFit Sifour. J'y suis allé, je me suis rendu compte que les mecs avec qui je traînais au lycée, en fait ils étaient déjà là. Moi je me suis inscrit au CrossFit parce qu'un mec qui s'appelle Loïc qui m'a pété la gueule et du coup vous voulez apprendre à devenir plus fort, donc j'étais au CrossFit. Non, il est là. C'était pas vraiment ça, mais au final ouais, les gars qui en voulaient un petit peu, où je me rappelle à l'époque c'était les concours de pompiers qu'ils essayaient de passer. Et je les ai retrouvés là-bas, et du fait qu'il y a un petit peu d'amitié et d'atomes crochus entre guillemets avec les gars qui se passent, ça a aidé à favoriser un petit peu le sport. J'ai aimé, il y avait un petit peu tout ce que je voulais. Puis au fil du temps, je me suis un petit peu passionné pour ça. Puis au fil du temps, j'ai commencé à moins m'accrocher à mes métiers et à un petit peu plus me passionner davantage pour le CrossFit. De là à complètement dériver sur pourquoi pas en faire une profession, en tout cas pour moi. Et je me suis dit, peu importe l'âge, je vais quand même passer mes diplômes, je vais essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Je me suis lancé, ça a marché, tout le monde m'a encouragé, ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je kiffe ce que je fais, je ne changerai pas ce que je fais, j'aimerais bien encore continuer encore longtemps, et tout simplement. Nomade, d'ailleurs c'est marrant que tu dis ça parce que le destin, mine de rien, il a refait une deuxième fois croiser nos chemins, parce qu'un jour je faisais mes courses au Carrefour et Loïc il mettait en rayon des bouteilles d'eau, et c'est un rayon un peu solide, et du coup je le croise et il m'avait parlé de son projet, je l'avais croisé en faisant mes courses et il me dit ouais j'aimerais bien me lancer dans le CrossFit. Et tu te souviens ce que je t'avais dit? Je t'avais dit vas-y mon gars, fonce, tu te rappelles ou pas? C'est vrai, ouais. Et du coup il a foncé, il a fait son petit bout de chemin de son côté, et on s'est retrouvé quelques années au QG à CrossFit Bandol, donc c'est super cool, mine de rien. Faut pas sous-estimer deux trucs, hein. C'est quand même la force de la transmission des messages et des énergies. C'est-à-dire que je suis pas un mec mystique moi personnellement, hein. Je suis même plutôt cartésien. Mais tu vois, toi tu as eu un projet, il y a un mec pour qui tu avais du respect, en l'occurrence tant mieux. Comment il s'appelait ton prof de boss? Wittenberg? William Wittenberg. William Wittenberg, c'est bien, on dirait le nom d'un prof de kickboxing acidique pour ceux qui sont de confession juive et tout, c'est rigolo. Mais tu vois, ce mec-là, quand tu as eu ton projet, ok, il t'a poussé. D'accord. Et du coup, quand tu es entouré par des gens comme ça, bizarrement, tu vois, quand tu rencontres quelqu'un qui a aussi une vision pour lui-même, tu as quand même toujours tendance à le pousser, parce que voilà, c'est comme ça devient un cycle un peu naturel, et ça, c'est un truc à avancer. Et c'est pas si évident que ça, parce qu'il y a beaucoup de bouquins qui en parlent, ou beaucoup de gens qui vous en parleront. Souvent, quand vous avez un projet, moi je viens par exemple de la police de base, et quand j'ai songé à faire quelque chose en dehors de mon métier, le premier truc qui était, si on agitait les drapeaux, on disait attention, non mais attention, non mais là dehors, quand même, on est bien ici, tu vois, on a quand même la sûreté de l'emploi. Ah oui, c'est sûr, t'es sûr d'avoir un emploi de merde, ça, y a pas de problème, t'es sûr, tu vas bien le garder, de toute façon, personne ne veut te le prendre. Donc ça a bien avancé. Non mais attends, on sait jamais, tu vois. Et ce que je veux dire, là, je parle de mon cas personnel, même si moi j'aime beaucoup ma profession, et demain, si on me donne de retourner, je dis à mes anciens chefs, si vous cherchez un gars pour faire la ligne 2, Barbès, place de Clichy, de 18h à 2h du matin, du mardi au vendredi, franchement, je suis votre gars et je vous ferai des interpelles. Mais la plupart du temps, quand tu annonces à des gens que tu as un projet, souvent le premier truc, ils te partagent leur propre insécurité. Ils vont dire est-ce que c'est vraiment prudent? Est-ce que tu as un métier là-dedans? Est-ce que vraiment tu penses que diète c'est un truc d'avenir? Est-ce que tu crois que coach c'est vraiment un vrai métier, ça? Et du coup c'est parce que souvent eux-mêmes ils se sont empêchés de faire des choses, ok, et ça se prolonge comme ça. Et donc bravo pour ça, parce que tu vois, au final peut-être que lui il développe le même état d'esprit aujourd'hui, Nomade, et que si un jour quelqu'un il veut avancer, il ira de l'avant. Et j'en replace une autre sur Glassman, tu vois, parce que Glassman il est vachement comme ça. Moi je connais un entraîneur qui est un collègue à moi aux États-Unis, qui était prof d'EPS et qui était formateur pour CrossFit. Et un jour à une réunion, Glassman demande aux gens de lever la main pour déterminer qui est un honneur de boxe parmi tous les formateurs de CrossFit présents dans la salle. Et lui ne lève pas la main. Il s'appelle Joe DeGain. Je pense que David voit très bien qui c'est. Et un mec ancien lutteur de niveau universitaire qui a failli se faire inviter au CrossFit Games genre en 2007 ou en 2008, quand c'était sur invitation comme à Mortal Kombat. Et du coup, après cette réunion, Glassman il va voir ce gars et lui dit mais je comprends pas, Joe, pourquoi t'as pas ta propre box? Tu serais tellement des bons trucs et tout.
Et De Gane, il dit non, mais je peux pas, coach, tu te rends pas compte. Dis-moi, je viens de me marier avec ma femme Lise, qui a une petite fille de 16 ans, du coup, dont je m'occupe, qui, en fait, on vient d'apprendre qu'elle est enceinte de son petit ami actuel, donc il va falloir que je fasse ça, ça. Et puis, en fait, ma femme m'a demandé d'adopter un premier enfant, et elle veut qu'on en adopte un deuxième. Donc, moi, je suis prof de PS, et à bout d'un moment, je peux pas non plus. Il dit, ouais, mais Joe, t'es tellement un bon entraîneur, tu vois. Comment ça te coûterait d'ouvrir ton gym? Il me dit non, mais coach, c'est pas la question, c'est vraiment que je peux pas. Il dit écoute, si je te donne 50 000 dollars, si je te donne 50 000 dollars, est-ce que c'est assez pour que tu ouvres ta box? Et moi, c'est Joe De Gane qui me raconte cette histoire, donc c'est pas un truc que j'ai lu de machin. Et quand il me la raconte avec ses cheveux longs, on aurait dit on dirait vraiment un catcheur, Joe De Gane. Et il me dit la lutte, c'est du catch. c'est vrai que la lutte, c'est du catch. Il me dit avec son accent, il me dit non, mais tu vois. Pour n'importe qui d'autre, il me propose 50 000 dollars. Bon, je les aurais pas pris, tu vois, mais je sais que pour coach, tu vois, c'est pas non plus une somme de ouf. Et donc, il prend le chèque de 50 000 dollars. Et le premier truc qu'il fait, c'est il dit ouais, bon coach, franchement, je vous promets, dès que j'ai l'argent, je vous rembourse intégralement le moindre dollar. Et Glassman, il lui fait non, il dit, c'est pas la peine de faire ça. Il prend cet argent, je te le donne, il y a pas de souci. Je dis par contre, si tu veux vraiment me rendre un service, ce que tu dois faire, c'est le jour où toi, tu es en position d'aider quelqu'un à réaliser un projet, ok, à hauteur de 50 000 dollars ou peu importe, il me dit fais-le. Il me dit si vraiment tu veux me rembourser, c'est là que tu me rembourses. Et Joe De Gane, il a opéré une box pendant un bon moment, puis il en a ouvert une deuxième. Et il s'est rendu compte qu'opérer 2 box, c'était pas si évident que ça, avec la vie qu'il avait, etc. Parce que voilà, formateur pour CrossFit, donc jamais là, gérer la boxe, les enfants Sa et femme tout. est aussi formatrice pour Ouais. les kids, donc ça Lise, fait que chaque week-end, ils sont tous les deux partis, quoi. Et puis Lise peut te dire qu'en plus de ça, c'est une femme vraiment qui a de l'énergie, elle te voit, elle te fait rigoler, elle te paye une pinte, toi parce que les deux, ils envoient bien, à la picole, ils envoient bien. C'est-à-dire, une fois j'étais au restaurant avec lui, il fait alors moi je vais prendre 3 bouteilles de rouge, et après il fait, toi tu bois quoi? Comme ça, parce que les 3 bouteilles de rouge c'est pour lui, hein. Ok, il n'y a pas de problème. Et en fait, quand il a opéré 2 box, il a galéré un peu à opérer la seconde, et donc en fait ce qu'il a fait, il avait formé une head coach, tu vois, avec qui il s'entendait vraiment bien, et bien il lui a offert la deuxième box. Tu vois, il a lâché l'affaire, il lui a offert pour un montant symbolique parce qu'il fallait bien une transaction, et donc il lui a offert, et quand il a offert la seconde box, dans son esprit du moins, et bah tu vois, il a repayé sa dette entre guillemets à Glassman. Donc tout ça pour dire, voilà, sous-estimez pas ce genre de truc. Le positif appelle le positif. Et l'autre truc que je voudrais souligner sur ce que tu as dit, Loïc, c'est que le premier truc que tu as évoqué par rapport à ton projet, tu as dit un truc, tu as dit ouais, malgré mon âge, malgré ceci, malgré cela. Et pour les gens qui nous écoutent, je sais pas, je vois à peu près les statistiques hein, de mes auditeurs. Donc c'est quand même principalement des Français, principalement des hommes, principalement des femmes très belles. Je rigole. mais quoi qu'il en soit, si vous écoutez ce podcast et que vous avez envie peut-être de commencer à coacher sans en faire forcément votre profession, mais que c'est un truc qui vous passionne, je dirais que bon, la valeur attend pas le nombre des années. Donc c'est pas parce que vous êtes jeune que vous pouvez pas potentiellement devenir un bon entraîneur. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et aujourd'hui, les gens qui passent des BP, des CQP sont souvent des gens dans des filières post-bac ou autres. Mais à l'inverse, de mon expérience personnelle, j'avoue que moi j'aime beaucoup travailler avec des gens qui ont eu une vie professionnelle et parfois même sportive avant. Et que ce que toi tu as évoqué comme étant peut-être un frein, en vérité pour moi c'est un plus. Pour plein de raisons. Déjà, la première chose, c'est que très souvent, quand tu as plus de 30 ans et que tu as déjà travaillé, tu es conscient davantage de ce que tu veux parce que tu sais plus ce que tu ne veux pas. Déjà, pour commencer, ce que tu l'as vécu. Et aussi que je pense que tu es très conscient de la richesse et de la chance qu'on a de travailler dans des environnements comme ça. Je veux dire, moi, on n'a passé que 48 heures ici avec David. On a rencontré une centaine de personnes. Dans ce temps, c'est 48 heures. Une trentaine d'enfants aujourd'hui, âgés entre 7 et 15 ans pour le petit jeune qui va démarrer samedi prochain. Okay, et c'est cool. Et c'est cool parce qu'on fait des choses vraiment bien, finalement, sans trop se prendre au sérieux. Je pense que pendant les 2 jours de formation, on a décrypté ensemble que malgré toute cette ère de légèreté, on pouvait toujours aller chercher l'excellence ou la technique ou l'avancée ensemble. Mais tu vois, quel pied quand même, tu vois, quel pied. Et je crois que parfois, quand tu as des entraîneurs plus jeunes, et soit ils s'en rendront compte plus tard, soit malheureusement ils n'en sont pas conscients tout de suite. Et des fois, ça peut être une perte de temps. Ça peut être une perte de temps. Donc franchement, non, moi je pense que c'est très très bien que tu aies enclenché, et encore plus avec ces expériences-là. Je pense, ouais, complètement. Je pense qu'en vrai,
j'ai eu quand même beaucoup de chance, malgré tout, d'avoir quand même des gens qui, autour de moi, m'ont toujours encouragé à me dire si t'es pas bien où t'es, si t'aimes pas ce que tu fais, tu peux pas réellement être épanoui dans ce que tu fais, et donc de ce fait, tu seras pas bon dans ce que tu fais. Et au final, je comprenais pas trop. Et puis, pour moi, le CrossFit, c'était d'abord de l'entraînement, un amusement pour moi. Et puis au final, quand ça devient un peu plus passionnel, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire ça tous les jours. J'ai envie de coacher, j'ai envie de rester à la boxe, j'ai envie de voir les gens, j'ai envie de parler avec eux, j'ai envie de dialoguer sur ce sport, de pouvoir échanger, de pouvoir faire des nouveaux trucs. Et en fait, à force de mettre des poussettes un petit peu à droite et à gauche par les collègues, je me suis dit, en vrai... t'as rien à perdre, tente ta chance, essaye, ça passe, ça se casse, t'auras rien perdu. Donc voilà, tout simplement. Ça t'embête si on fait un léger aparté? Tout à l'heure, on était un petit peu dehors, on discutait un petit peu philosophie de l'entraînement, et t'as ressorti un nom des profondeurs abyssales de la mémoire et du CrossFit français. Tu m'as parlé quand même d'un des mecs qui était là au tout début du CrossFit, un petit peu dans la région, et qui est toujours là. Ok, c'est Jérémy. Okay. Ouais. Et est-ce que tous les deux vous l'avez fréquenté, ce mec-là? Parce que bon, on s'en fout, mais il y a des gens qui prennent parfois beaucoup d'espace, des fois en ligne, etc. Dans la communauté CrossFit ou dans le monde de l'entraînement, mais il y a quand même des mecs qui faisaient le boulot avant. Et moi, j'aimerais juste, par curiosité, parce que je le connais peu, c'est Jérémy Lévaux, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Okay, je le connais peu, mais j'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu 5 minutes sur peut-être les échanges que vous avez avec ce mec, parce que je crois que c'est quelqu'un qui cherche pas trop la lumière, mais qui est quand même là depuis le jour 1. Et ça me fait rire parce que je serais quand même content de savoir voilà, ce que vous avez à dire sur ce gars-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de matière. Alors moi c'est simple, quand je suis allé à CrossFit Sifour pour la première fois, la personne qui m'a accueilli, c'est lui en question. Et en fait la première chose que j'ai vue chez lui, c'était le physique. Je dis punaise, si je fais du CrossFit je vais être taillé comme ça, donc je vais faire du CrossFit. Et au final... c'est quelqu'un qui parle peu, c'est quelqu'un qui a pas le dialogue facile, qui peut débiter comme ça à la minute. C'est pas Eli, c'est vrai. Moi, débite à la minute, c'est quand vous voulez, les gars. Appelez-moi Tony Stark. Mais je dirais que c'est quelqu'un qui a des très grosses connaissances, qui est vraiment passionné par le CrossFit. Et pour moi, c'est un petit peu la personne que je qualifierais un petit peu comme puriste. Et en fait, il a su un petit peu me donner un petit peu les armes pour commencer dans le CrossFit. Et ce petit entrain que j'avais pour le CrossFit, ça m'a aidé en parlant un petit peu avec lui à cultiver, à continuer un petit peu comme ça. Quelqu'un de très discret, quelqu'un qui fait pas de vagues, quelqu'un qu'on voit pas vraiment ni sur les réseaux, ni autre, même au sein de la boxe de CrossFit Sifour, c'est quelqu'un qu'on entend très peu, qu'on voit pas souvent, vie de famille ou autre, mais en tout cas qui a été un petit peu une figure un petit peu au départ, une source d'inspiration aussi. Il a t'avoir marqué, parce qu'on en a parlé, vraiment c'était évident, donc c'est cool, c'est pas toujours quand on prend beaucoup de place, tu vois, qu'on inspire le plus. Moi j'ai une théorie là-dessus, hein. Je dis dans le monde du CrossFit, on dit quand tu es formateur, et les Américains ils ont une formulation, ils disent un entraîneur a 3 métiers, éduquer, inspirer, divertir. Okay. Et je dis souvent, essayez pas d'inspirer, sinon vous allez devenir un connard suffisant. Mais c'est vrai quand même très souvent. Éduquer c'est cool, mais si c'est au détriment parfois du fun d'une séance, du coup on peut quand on est pratiquant on peut s'emmerder et on se dit c'est quoi l'intérêt finalement et tout. Et donc je mets souvent le fait de divertir en avant, mais moi c'est ma personnalité à moi, parce que je dis souvent le fait de divertir laisse du temps finalement pour s'améliorer dans l'éducation. Mais du coup je trouve ça cool parce que voilà, et si vous faites ça, peut-être qu'à un moment donné vous finirez par inspirer à l'insu de votre plein gré. Et tu vois, je suis persuadé que ce mec il a jamais cherché, tu sais, ça de planter une graine spécialement, tu vois, lui il est juste resté en anglais on dit true to himself, et puis au final ça a marché, quoi. C'est exactement le profil, ouais. C'est exactement ce profil là, c'est celui qui se mettra pas en avant, c'est celui qui restera un petit peu dans l'ombre, c'est celui qui va programmer mais qui au final les coachs seront là un petit peu pour dérouler la séance, mais c'est un peu le travail dans l'ombre et un petit peu c'est un peu son rôle, quoi. Ouais. D'ailleurs Nomal, c'est marrant que tu dis ça parce que je trouve que
peut-être inconsciemment, bah, tu suis un petit peu ses pas. Tu vois, c'est la première personne qui t'a accueilli, mais je te perçois un petit peu de la même manière. Tu vois, t'es là, t'es dans ton coin et tu fais ton taf. Et mine de rien, t'en inspires beaucoup. Hein. Comme on disait avec Ellie tout à l'heure, quand t'arrives dans CrossFit Bandol, tu vois des gens qui arrivent avec le t-shirt nomade. C'est cool. Pourtant, t'es à CrossFit Bandol. C'est-à-dire que à travers ta personnalité, tout ça, ton mindset et tes good vibes, t'arrives à inspirer des gens. Et tu vois, tu fais pas de vagues et ça parle tout seul. Donc, je trouve ça cool. Et puis en plus, David et moi, quand on est arrivé, on t'a vu, on a dit wow, bâtard, on a un physique comme ça. Il a des bras énormes. Le mec a des bras énormes. Il faut le mettre au kids, lui, comme ça. Les minots, je veux les mêmes bras que lui. C'est quoi ta programmation pour les bras là? Dis-nous tout. Un bon vieux 200 biceps curl à la barre de 20, 4 time type cap, 6 minutes, on est bon là. Il voulait m'embarquer dans un truc comme ça. Il a même essayé de m'escroquer de l'oseille. Il m'a dit Ellie, viens avec moi. Allez, je te parie 100 balles que t'es pas capable de me battre sur 200 biceps curl barre à vide. Et très franchement, je me dis que si un gars il se met en face de moi et qu'il dit qu'il va pas me battre au biceps curl, c'est qu'il est sûr qu'il va me battre. C'est qu'il est sûr. Donc j'ai pas été. Puis en plus, David pourra le confirmer, mais l'un de mes surnoms dans le milieu, c'est quand même The Rat, qui est la pince. Je suis ultra crevard. Moi, je donne pas un euro. Laisse tomber. À la rigueur, je vais bien t'acheter des galettes de riz soufflées si je passe 2 jours avec toi, mais essaye pas de pas en manger plus de la moitié. C'est moi qui ai acheté en plus. Quel menteur celui-là. Quel mytho. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que le Shaker Show, je suis là pour établir la vérité quand même. Ok, donc là on a un peu au clair sur votre découverte du CrossFit, on est au clair aussi sur quelque part ce qui vous a amené aussi à devenir entraîneur. Ok, moi maintenant j'ai une autre question qui est un peu orientée sur le futur. Est-ce que vous avez une vision sur ce que vous aimeriez réaliser d'ici 3 à 5 ans? Je pose cette question-là parce que nous on a eu la chance de travailler avec un mec, c'est pas un secret, hein, qui s'appelle Daniel, qui est le directeur de CrossFit Louvre. Et avec Daniel, c'est quelqu'un dont aujourd'hui David et moi on est très proches. Et comme avec les personnes dont on est très proches, les relations sont pas toujours faciles, mais dans les moments où c'était vraiment gracieux, j'ai envie de dire, et il y avait des choses qu'on avait, des petits rendez-vous annuels qui étaient hyper importants. Et l'un de ces rendez-vous, c'était un truc qu'on appelait l'analyse des besoins, ou les goal setting, plutôt plus exactement. C'est-à-dire qu'une fois par an, on se posait, on prenait une demi-journée, voire une journée que one-to-one avec Dan. Et en fait, il prenait le temps, c'était vraiment un temps, tu vois, pour le coup, c'était un temps de patron, mais c'était aussi un temps de mentor, c'était un temps d'ami, de dire ok, où est-ce que tu en es dans tes besoins? Et donc il y a tout un truc, hein, c'est la pyramide de Maslow, tes besoins primaires, tes besoins secondaires, ton désir d'appartenance, ton ci et ton ça. Ce qui lui permettait, lui, sans doute, de te scanner aussi en termes de management et aussi d'être sûr que, bon, qu'est-ce que je donne au gars ce dont il a besoin, qu'est-ce qu'il faut que je lui donne aussi pour qu'il reste impliqué avec moi. Mais aussi, il y avait dans ce genre d'entretien une question qui était ouf, qui était, ok, toi, tu te vois où, on va dire, dans 3, dans 5 et dans 10 ans. Alors on va pas pousser le vif jusque-là, mais en vérité, c'est un truc qui m'a donné l'habitude de conserver. Et du coup, très fréquemment, moi, je me pose et je me dis, ok, vas-y Margerin, là, t'es installé. Si tu arrêtais le brouhaha, le mouvement, le quotidien qui s'abat sur ta gueule, et que tu disais, ok, en vrai de vrai, là, maintenant, dans 3 ans, tu veux quoi? Dans 5 ans, tu te vois où? Dans 10 ans, t'aimerais être où? Donc du coup je te pose la question à toi Stéphane, on profite qu'on est calme, on est à CrossFit Bandol, c'est zen, ok, il y a Val qui s'endort, David aussi il a les yeux qui se plissent, et du coup on se pose cette question, ok, tu te vois où, disons toi ne serait-ce que dans 3 à 5 ans? Qu'est-ce que t'aimerais? C'est encore un peu flou pour moi parce que j'aime ce que je fais, mais j'ai envie de continuer de le développer, j'ai envie d'avancer. Pour être honnête, j'avais imaginé de faire du Val d'Aran, donc le lieu dans lequel on est, un complexe pour le sportif autour de la santé. Donc là, ici, il n'y a que le CrossFit. Mais ce qui match avec le CrossFit, mine de rien, c'est l'alimentation dans un premier temps. Il y a une box qui m'inspire beaucoup, CrossFit Nîmes, avec Mika et Hello. Ce sont des personnes que j'admire beaucoup. Et eux, dans leur box, je ne sais pas si vous êtes déjà allés, en tout cas, on va y aller bientôt. Exactement. Pour la réunion des affiliés. Et ils ont un restaurant dans leur box et je trouve ça super chouette parce que c'est un peu implanté dans une petite zone et t'as des personnes qui travaillent aux alentours, plus les gens qui font l'aude, qui viennent manger. Et du coup, entre le restaurant et la box, il y a 30 cm, juste un gros plexiglas ou une grosse vitre et tu peux observer l'eau, tu peux travailler, enfin c'est énorme.
Et tu peux manger en regardant, en te moquant un peu des autres keywords ou autres. Mais du coup, j'aimerais bien développer un pôle alimentation à CrossFit Bandol avec la petite Valentine. Et pourquoi pas faire des trucs un peu plus complexes comme développer un centre de santé, pourquoi pas travailler avec des kinés, des ostéos. J'avais même imaginé, bon j'ai pas les informations, mais pourquoi pas implanter un cabinet de radiologie, échographie, IRM, enfin des trucs vraiment autour de la santé. C'est un peu puissant, peut-être je m'enflamme, mais... Non, je te dis, moi, avoir un cabinet d'échographie, ça m'aurait bien servi dans quelques-unes de mes années dans le CrossFit. Ça m'aurait évité des surfroides. 3 mois d'attente pour passer un IRM. Mais ouais, j'aimerais bien m'associer avec des personnes vraiment cool, qui partagent un peu ma vision, un peu mes valeurs et la culture que j'essaie de développer et pour améliorer plein de choses. Voilà. Est-ce que tu as réfléchi un petit peu à comment tu allais démarcher les personnes du domaine médical ? Pas encore. Ça, encore une fois, c'est un projet que j'ai encore disons de 5 à 10 ans. Là, je suis parti de coacher sur les tatamis à ouvrir une box. J'ai organisé ma première compète et je suis content parce que je fais du chemin, je suis bien accompagné. Mais ça, c'est le truc qui m'intéresse. Il faut juste que je m'ouvre à ça, quoi. Bah, la première chose que tu peux faire, parce que dans les 2 jours, tu nous as dit, ouais, il y a des kinés, il y a des ostéos qui viennent s'entraîner chez nous et tout. Peut-être que tu peux commencer avec eux et faire un partenariat avec eux. Nous, c'est quelque chose qu'on avait commencé à mettre en place un petit peu au Louvre. On n'a pas spécialement d'espace pour pouvoir mettre un espace où on les accueille, mais on commence à mettre des partenariats en place où les personnes, on les envoie directement dans les cabinets, ils nous envoient chez nous, etc. Donc peut-être que toi, tu as la possibilité d'avoir un espace. Ta box est quand même assez grande, surtout si tu récupères le local à côté, où tu peux te faire un petit espace, on va dire médical, et tu crées des partenariats déjà avec les premières personnes que tu as proches de toi. Et au final, on oublie souvent que les personnes qu'on a dans notre propre box, ils touchent à tous les corps de métier. Donc tu m'as dit qu'il y avait, je crois, Patrice qui est kiné déjà. C'est pas Patrice, c'est celui qui est en moto aujourd'hui. On a Claire Fusil qui a OD avec Val, qui est kiné. On a beaucoup de kinés. Après, je travaille avec. T'as les infirmières aussi. On en a. Yes. T'as Lilou là. Mais tu te calmes. Ouais, il y a Lilou, futur coach. Ah, moi, c'est notre avis à nous. Hein. Vous savez, il faut comprendre un truc, c'est que des fois, on va de box en box, mais il y a des choses qu'on voit, des patterns qu'on retrouve. Et moi, je le dis comme je le pense. Ils écouteront sans doute pas ce podcast, donc je me permets de le dire. Je pense que Lilou, la fille qui vient le soir, qui vient juste d'être diplômée IDE, félicitations à elle, qui travaille aujourd'hui dans un centre de dialyse. Je suis persuadé qu'elle a le profil d'être quelqu'un qui pourrait devenir une assistante coach. Pas quelqu'un qui va devenir forcément coach professionnel, mais qui pourrait avoir envie de consacrer peut-être 2 ou 3 heures de son temps chaque semaine pour assister à un coach sur des séances. Elle dégage un truc particulier, elle va naturellement vers les gens. Et puis vu qu'elle a un métier quand même difficile, moi qui viens d'un métier difficile, je peux te dire que parfois ça peut t'amener un petit peu d'équilibre entre un moment où tu vas peut-être être dans un centre de dialyse à échanger avec des gens qui sont parfois dans une réalité difficile et où du coup tu n'as pas forcément de retour, toi tu es là pour les accompagner dans des moments pas évidents, et un environnement de la boxe où tu vas dire à quelqu'un vas-y, tends les jambes plus fort quand tu sautes, oui ça c'est mieux, et la nana elle te dit merci, ou le monsieur te dit merci, il a un franc sourire, du coup tu prends une frappe, tu vois, dans le visage, et puis l'autre chose voilà, qu'on a pu évoquer, c'est moi je suis persuadé que certains de vos adhérents, ils montrent un petit peu les signes de gens qui, dans le futur, c'est sûr, ils aimeraient être investis peut-être avec toi dans une box, peut-être avec toi dans un projet, et que donc il faut les garder proches de soi, parce que mieux vaut un associé qu'un concurrent, tu vois, parfois, et que ça peut être très cool, et puis qu'en plus ça peut être des belles histoires. Et pour en revenir à un événement, il y a une histoire qui nous est arrivée à nous, quand des fois tu veux lancer des projets et tu as dit t'as une idée de comment faire, il t'a donné la réponse, David, sur ok, tu as déjà des gens autour de toi, parce que nous c'est une question qu'on a posée à un monsieur qui s'appelle Jimmy Ledford. Je sais pas si tu te rappelles de cette anecdote, David. C'était l'ancien homme de confiance de Greg Glassman, okay, un peu son garde du corps, et à la première réunion des affiliés qu'on a organisé à CrossFit Louvre 2 à Bordeaux. Donc Daniel, ce gros mytho, à l'époque nous dit non, ils vont nous envoyer quelqu'un d'important de CrossFit, ils vont nous envoyer Greg Glassman, non, ils vont nous envoyer Dave Castro, non, ils vont nous envoyer Nicole Carroll. Bon, finalement ils nous envoient Jimmy. Qui ça? C'est Jimmy. Comment ça? Tu connais pas Jimmy? Jimmy. Je ne connais pas Jimmy. Non, Jimmy. Et Jimmy Ledford, c'était
effectivement vraiment quelqu'un d'important, mais pas connu du grand public. Ok, ancien marine des États-Unis, homme de confiance de Glassman, son confident, son garde du corps et tout. Et en fait, il a passé, c'est grâce à lui qu'on a pu avancer, grâce à la reine de nos affiliés, parce qu'il a passé plusieurs journées avec nous. Et on courait le matin à 6h dans le noir. Lui, ouais. On a fait des concours de pompe avec lui. Exactement, j'ai dû le laisser gagner quand on a couru en rentrant sur le sprint. Non, je l'ai laissé gagner, je me suis dit que... Oui. Nous, on l'a vraiment laissé gagner avec Julien. On s'est arrêté, on a marché. Mais à un moment, on lui a demandé, mais comment ça se fait que CrossFit soit si gros aux États-Unis? Je veux dire, vous avez rencontré qui pour que ça explose et tout? Et en fait, le mec, il nous a dit non, mais en fait, on n'a rencontré personne. C'est juste qu'en fait, ça fait 20 ans qu'on se bagarre, on est là depuis les années 70, 20 ans qu'on parle de CrossFit, 20 ans qu'on éduque des gens, 20 ans qu'on entraîne. Et en fait, tous les gens ont fait leur carrière. Ok. Et ces gens-là, en fait, en faisant leur carrière, un jour, ils se retrouvent dans des postes à responsabilité. Et il dit, en fait, les vraies révolutions, ça vient pas du top-down. Il dit, ça vient pas du sommet pour le bas. En fait, ça vient d'en bas. Et donc, aujourd'hui, nous, quand on a démarré le CrossFit, par exemple, la police, elle voulait pas entendre parler du CrossFit. Les pompiers, les mecs avaient des notes de service pour leur interdire de s'entraîner dans les casernes à Paris parce qu'ils avaient peur que les mecs, à cause de la haute intensité, soient pas en état d'aller faire une mission si jamais ça sonnait, etc. Et ouais, on peut penser que c'est un peu absurde avec le recul, mais c'est toujours un peu la querelle des anciens et des modernes. Mais en vérité, David, moi et d'autres, voilà, Jérémy qu'on a pu évoquer et j'en passe, aujourd'hui ça fait 10-11 ans qu'on est là-dedans. Et donc en 10-11 ans, les mecs qui aimaient le CrossFit il y a 10 ans et à qui on mettait des bâtons dans les roues, aujourd'hui ils sont dans des postes à responsabilité et aujourd'hui ils changent. Et peut-être que, notamment au niveau de la diététique et de la nutrition, il y a peut-être aussi une nouvelle catégorie de professionnels qui sont en train d'arriver, des nouveaux ostéos, aussi des nouveaux kinés avec une approche différente. Ça change. Regarde Cécile à Louvre 1 qui est une athlète unijambiste. Elle est venue chez nous parce que... On tire un numéro de cirque, tu sais, athlète unijambiste. Bref, elle a qu'une jambe, quoi. Unijambiste. Je suis fatigué, moi. Je suis fatigué avec ma journée. Il m'a fatigué, celui-là. Bref, c'est une athlète qui a une seule jambe. Je t'avoue que tu mérites mieux que cette description, ok? T'es une beauté fatale, t'es une athlète de ouf. Mais elle a quand même qu'une jambe. Et du coup, elle est venue au CrossFit parce que c'est son prothésiste qui l'a amenée. Je pense que c'est quelque chose qui vient qui vient de plus en plus maintenant, c'est clair. Que les kinés, c'est les kinés qui étaient les jeunes d'avant, qui regardaient les vidéos de CrossFit, qui commençaient à pratiquer le CrossFit. Maintenant, ça commence à être ceux qui donnent les formations aux autres kinés. Donc, s'ils commencent à faire un petit peu le côté où ils vont parler notamment de notre activité auprès des plus jeunes, forcément, ça va inculquer un petit peu tout le monde à pousser à faire ça. Mais moi, j'insiste vraiment sur le fait que on oublie la richesse qu'on a auprès de nos propres athlètes, auprès de nos membres, entre guillemets. Et de commencer par là, ça serait la base. Parce que si tu prends les personnes qui sont proches de toi, ils connaissent déjà la culture de ta boxe, ils savent déjà comment tu travailles, ils connaissent déjà la plupart des autres membres. Donc c'est vraiment facile pour toi de travailler avec eux. Et après, ça va permettre que si tu travailles avec un, peut-être qu'il va parler à un pote à lui, et le pote à lui, il va parler à un autre. Et en fait, ça va travailler et augmenter le réseau facilement. Donc clairement, le fait de partir du bas vers le haut, c'est quelque chose qui est intéressant. Parce que il faut savoir que CrossFit, il a essayé de faire des choses au niveau du Parlement, au niveau des États-Unis, où vous avez des rendez-vous souvent à Washington. Nous, on a eu l'occasion de rencontrer la personne qui travaille à CrossFit, qui faisait ça, et c'était quelque chose qui était... Enfin, il passait des heures et des heures en réunion avec des mecs, et au final, il se passait pas grand-chose. Et en France aussi, on a eu des personnes qui travaillent au Sénat, qui travaillent à l'Assemblée, qui ont passé du temps à essayer de démarcher d'autres personnes pour parler un petit peu de l'activité du CrossFit. Mais au final, c'est quelque chose où... Comme tu dis, la révolution, elle part d'en bas, ça passe par chaque personne à qui tu parles. Tu vas chez ton coiffeur, tu parles du CrossFit. Tu vas chez ton boulanger, tu parles du CrossFit. Tu vas aux courses, tu parles du CrossFit. Tu rencontres Nomad qui est en train de ranger les bouteilles d'eau, tu lui dis qu'est-ce que c'est que le CrossFit. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que tu fais que le CrossFit grossit. Et notamment auprès des médecins, moi, depuis le temps que je fais du CrossFit, j'ai moins en moins le discours d'adhérents qui sont blessés et qui ont le côté où le médecin, attends je te passerai le mien, qui sont dans le côté où ouais mon médecin il m'a dit d'arrêter le CrossFit, c'est trop dangereux. Moi j'entends de moins en moins ça, comme j'entends de moins en moins la question de ouais je vais faire du CrossFit, je vais être trop musclé, je l'entends de moins en moins. Pourquoi tu veux faire du CrossFit, j'entends moins le je veux des abdos pour la plage, j'entends plus le j'ai envie d'être en bonne santé. Donc tous ces côtés-là, c'est des choses qui changent. Je pensais tout à l'heure, je parlais à Harrison, là, mon collègue du rugby de l'internat, il est en train de faire le APA parce qu'il veut se diriger vers les publics un petit peu plus en difficulté, comme les athlètes unijambistes. Du coup, ça peut être une personne avec qui on peut développer un partenariat et travailler avec eux. Et si tu travailles avec une personne qui est APA, peut-être que lui, il peut amener après
le jour où il sera officiel dans une structure, il pourra amener des personnes au sein de ta structure à toi, et peut-être ça commencera par un groupe le mercredi après-midi de personnes en surpoids. L'année d'après, ça passera par un groupe le mercredi après-midi plus un groupe d'enfants autistes le samedi après, mais etc., etc. Et c'est comme ça que tu vas développer finalement le côté je veux toucher un petit peu à la santé et je veux faire un centre un petit peu médical, mais sous forme de salle de sport, sans se prendre pour des médecins ou autres. Pour rebondir sur ce que tu dis, David, qui était intéressant, et je rejoins ce que tu dis parce que je trouve que le CrossFit il évolue de plus en plus. J'avais une question pour toi, David, c'est le CrossFit, on entend de plus en plus parler, l'effet de mode s'est passé et ça commence à rentrer de plus en plus dans les mœurs, dans la culture du sport. Et si on trace une courbe imaginaire du CrossFit, là où on était, là où on en est, où est-ce que toi, même Ellie, où est-ce que vous voyez l'évolution du CrossFit dans 5, 10 ans par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Quel serait l'impact, le développement, tu vois, sur le reste? 1, 2, 1, 2. Du coup, moi je pense que le CrossFit, c'est quelque chose qui va continuer de grossir au travers de toutes les choses que j'ai énoncées juste avant. Maintenant, la plupart des gens, ils commencent à connaître un petit peu ce que c'est. Mais quand je dis la plupart des gens, c'est parce que c'est la plupart des gens de notre entourage à nous. On a la possibilité de voir beaucoup plus loin. Il y a sûrement Julian qui répondrait encore mieux à cette question parce que lui, il pourrait te donner des chiffres estimés sur l'évolution et les ouvertures de salles dans les années à venir. Mais je veux dire, maintenant, le séminaire staff, c'est une équipe française qui vient de décerner les level 1 chaque week-end. Avant, c'était des mecs qui venaient de l'étranger. Et toi, tu étais même avant ça, tu étais même obligé d'aller à l'étranger pour le faire. Donc en fait, c'est quelque chose qui est tellement en train de grossir que c'est quelque chose qui va vraiment prendre de l'ampleur. Tu as le côté médical, mais je pense qu'un côté qui est souvent un petit peu délaissé parce qu'on n'en parle pas beaucoup, pas le côté compétition dans le CrossFit, mais le côté des sports. Le rugby, le foot, le basket. Et là, c'est des choses, les sports de combat, c'est plein de sports comme ça. Toi, tu viens des sports de combat, Ellie, la même chose, Nomad, la même chose. Moi, je viens du rugby. Et nos sports, si tu commences à parler de plus en plus, moi, je vois tous les personnes du rugby et connaissent de plus en plus ce que c'est que le CrossFit. Il y a de plus en plus de clubs qui font appel à des entraîneurs de CrossFit pour faire la préparation. Donc, ça veut dire que si toi, tu es joueur de rugby, que tu as l'habitude de faire la fête, etc., mais que 2 fois par semaine, tu as un entraîneur de CrossFit qui vient et qui parle de CrossFit, qui coach les mecs en CrossFit au sein de la structure du rugby, le moment où le mec il arrête le rugby, bah, s'il se dit « ouais, je veux continuer le sport », tu crois qu'il va faire quoi? Bah, il va aller faire du CrossFit. Donc en fait, c'est un truc où tu peux vraiment toucher de plus en plus de choses et tu te rends compte que même les sports de haut niveau, au travers de visions un petit peu extérieures, il y a de plus en plus qui commencent à toucher à cette activité. Donc pour moi, la vision que ça donnera de le CrossFit d'ici 5 ou 10 ans, c'est que ça va continuer de grossir. Moi, je vois l'événement que nous, on organise, qui sont les French, comment ça a grossi déjà en 5 ans. J'imagine même pas ce que ça va être dans les 5 prochaines années. Comment ça va être médiatisé. Est-ce que va y avoir... je veux dire, les athlètes, là, ils sont de plus en plus sponsorisés, par exemple. Donc, c'est à partir de tout ça que tu te rends compte des choses. Là, tu parlais de la marque Wod & Go. C'est combien il y a de marques maintenant qui font des maniques? Il y en a de plus en plus. En fait, l'activité, tout l'écosystème du CrossFit... Il n'y a pas une seule qui est aussi bien que Wod & Go. Oui, pardon. Mais j'ai pas eu l'occasion d'essayer encore. Mais tout l'écosystème du CrossFit, il est en train de grossir clairement. Et je pense que ça passe par le sport du CrossFit. Parce que c'est quelque chose où ça visionne le CrossFit. Avant, il y avait le Fittest on Earth sur Netflix. Il y a plein de gens qui sont venus s'inscrire dans les salles grâce à ces épisodes. Donc on a beau dire ce qu'on a beau dire, le sport du CrossFit, ça amène les gens. Ça passe par mon collègue Harrison qui fait du CrossFit et qui va coacher des obèses dans les instituts en passant le APA ou coacher des personnes qui sont en difficulté mentale, etc. Et ça passe aussi par les activités des sports de haut niveau. Et enfin, ça passe surtout... Et c'est là où ça va être le plus important, par toutes les discussions qu'on aura avec les personnes qu'on aura autour de nous. Et comme dirait un Daniel, everybody is a prospect. Donc tout le monde peut être un prospect pour faire du CrossFit finalement. Donc je pense que d'ici quelques années, ça aurait vraiment encore pris plus d'ampleur. Et ça va être quelque chose où tout le monde connaîtra. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est en train de se faire. Mais bientôt, peut-être que ça arrivera vraiment dans les écoles. Chaque année, tu auras des personnes qui pratiqueront du CrossFit dans les écoles. Peut-être ça fera partie du programme du NSS. Peut-être que les pompiers de chaque ville, ils seront obligés de venir dans une salle de CrossFit. Alors que pour l'instant, ça se fait que petit à petit. Donc je pense que ça a très bien évolué avec les exemples qu'a donné Ellie tout à l'heure. Mais je pense que tu peux multiplier ça par 10 encore pour les prochaines années. En plus...
Au-delà de ça, je pense que là, on est très sur les pratiquants. Moi, je rejoins David à tout, mais si vous avez étudié un petit peu le level 1, alors je suis désolé parce que en plus, ça peut être très mal pris cette phrase, mais moi, le level 1, je le lis toujours, je le récite presque encore comme un livre saint parfois. Alors parfois, ça hérisse le poil. C'est la Bible, la Bible. Ouais, la Bible, je l'ai lu et en détail, et parfois même, je l'ai compris. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Et donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que dans les textes de Glassman, on dit toujours on s'entraîne, ok, pour l'imprévu et l'imprévisible. Il y a plusieurs fois cette formulation qui dit on veut être prêt pour toutes les exigences ou pour avoir du succès dans le domaine de la vie, du sport et du combat. D'accord. Et en fait, pour moi, ça montre bien l'étendue du truc. Bon, le combat, c'est évident, c'est le early adopters, ok, les mecs qui étaient à l'armée, qui étaient contents de se challenger, c'est les policiers, les mecs qui voulaient passer, comme peut-être toi dans les premiers temps, à Fréjus, les concours de pompiers. Ensuite, le sport, c'est les aficionados, tu vois, ceux qui sont fans du sport de CrossFit, ok, c'est sûr, et qui, à mon avis, en vrai, seront la compétition au niveau amateur, à mon avis, ça c'est le truc qui va le plus évoluer. C'est-à-dire dans le monde du CrossFit, j'entends. C'est-à-dire que je pense que c'est un truc qui est voué, si c'est pas à disparaître, en tout cas ça va muter avec une autre forme. Mais ça va muter avec une autre forme parce que le sport va se professionnaliser énormément. Tu vois, le monde du CrossFit va avoir beaucoup de succès. Aujourd'hui, quand tu fais de la voiture, par exemple, si t'es pilote, tu vois, c'est vraiment la pointe de la lance qui va aller dans ce sens-là. Et donc tu peux pas, même si t'aimes la conduite, etc., il y a ce gap, tu vois, où finalement tu te dis, ok, je vais être pilote de F1, pilote de rallye, c'est un truc en particulier. Tu fais de la boxe, tu fais du MMA, tu fais des sports de combat, ok, bah tu vas voir dans 5 ans les mecs qui vont faire l'UFC, les gars qui vont continuer à aller au Glory, les mecs qui avant c'est le K1, bah tu vois, c'est la pointe de la lance. Ça veut pas dire qu'il y aura plus de compétition entre guillemets amateur, mais c'est à dire que les lignes vont être beaucoup moins floutées, ok, que maintenant parce que les mecs vont devenir beaucoup plus forts, beaucoup plus jeunes, beaucoup plus indépendamment financièrement, etc. Parce que ça va avancer. Et donc c'est très cool. Hein. Je dis, moi franchement, c'est chouette. Moi la partie qui m'intéresse aussi le plus, sans parler forcément de CrossFit santé, je l'ai dit, je le répète, cette formulation, je la trouve des fois un peu maladroite. CrossFit c'est CrossFit. Tout le monde va s'entraîner comme un malade mental à faire des 40 barres muscle up unbroken en snatchant 120 kg. La seule chose c'est qu'il y en a pour qui on fait ça, on sait que le bénéfice principal pour nous ce sera d'être en meilleure santé sur le long terme. D'autres, ce sera peut-être un jour de gagner des compétitions. On s'éclatera tous, je le souhaite, dans le processus. Je crois qu'en ta tête professionnelle, des fois tu t'éclates quand même un peu moins, parce que ça devient quand même ton taf, et qu'il faut le capter. Mais qu'en vrai, voilà, ce qui est cool, c'est que les exigences de la vie, c'est-à-dire que, comme il a dit David, les enfants vont faire du crossfit, tes grands-parents vont faire du crossfit, un mec qui est blessé, il va aller voir sa kiné, il va aller faire du crossfit, un gars qui cherche à mieux manger, il va appliquer la méthodologie crossfit, il va aller voir un praticien qui va lui expliquer comment mettre en place, etc. Et ça, c'est cool, mais ça aussi, ça va passer. On a beaucoup raisonné à l'échelle mondiale dans ce qu'on a évoqué. Est-ce que tu demandais la place du CrossFit dans le monde? Je crois aussi que maintenant, on est aussi à un stade où il faut accepter. Il faut que nous, en tout cas, à l'échelle d'un pays, à l'échelle de communauté, il faut arrêter de raisonner à l'échelle du monde. Okay. L'échelle du monde, c'est pour l'entreprise CrossFit qui sont mes patrons, pour qui j'ai énormément de respect et que je remercie 1000 fois parce qu'ils m'ont franchement en grande partie donné la vie que j'ai aujourd'hui. Mais eux, leur job, c'est de raisonner sur ok, comment faire d'ici 10 ou 15 ans pour avoir 30 millions de pratiquants de CrossFit officiellement dans le monde. Voilà, ça c'est leur mission. Ok, c'est une mission à l'échelle macro si on parle de coaching. Et nous, en fait, à notre niveau, bah, on peut raisonner à l'échelle de la France, on peut raisonner à l'échelle, c'est ce qu'on fait avec CrossFit France par exemple, je pense que c'est le boulot de Julian. On peut raisonner, moi je raisonne à l'échelle régionale, chaque fois que je vais faire un level 1, tu vois, la première question que je fais le matin, c'est ma première partie. Ok, j'appelle ça la question Corneille, je te dis ok, qui vient de loin par ici? Ok, c'est juste pour capter les gens d'où est-ce qu'ils viennent, tout. J'ai eu un mec du Cambodge samedi dernier, Olivier, je le salue au passage. Il est venu de loin. Hein. Et il est venu de loin lui pour le coup, tu vois. Et du coup... Et du coup, après, voilà, à l'échelle très locale, et en fait, en vrai, le CrossFit peut prendre une place de ouf dans ta box, dans ta ville, dans Bandol. Prenez la Réunion. Okay, la Réunion, le CrossFit, ça a une place de ouf sur une île de 850 000 habitants, etc. Et donc, je pense que c'est ça. Chacun, on doit raisonner un peu à notre niveau dans toutes ces interactions. Et ça se trouve, on pourrait avoir une réalité dans laquelle, à l'échelle du monde, le CrossFit se casse la gueule, mais où en France, il est toujours aussi fort. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, les membres de la communauté, les acteurs, etc. font le bon boulot. Et ça, pour moi, ça passe par un truc indispensable dans la vision du CrossFit. J'ai parlé de l'évolution du sport, mais c'est le même truc. C'est la professionnalisation. C'est la professionnalisation de tous les métiers qui sont en lien avec le CrossFit.
les athlètes, on parle beaucoup du sport. Ok, si on veut un jour que ça avance, ce truc-là, bien sûr, il faut que les athlètes ils se professionnalisent. C'est comme ça qu'ils vont exprimer leur meilleur niveau. Et c'est pour ça que c'est important pour eux, quand vraiment ils se lancent et que s'ils ont le talent pas d'avoir des sous, quoi, parce que c'est comme ça. Mais de la même manière, les entraîneurs, les owners, ok, eux aussi ils doivent se professionnaliser parce que, je veux dire, c'est fini. Quelque part, l'époque d'il y a 10 ans en arrière, où avec David, au début, on coachait des gens dans les parcs, que moi je l'ai raconté tout à l'heure, peut-être à Léonis qui est pas avec nous ce soir, mais où j'explique que la première fois que j'ai... Hein? Ah, il a mieux à faire, bah, ça je comprends, je crois qu'il scrolle, là, il cherche une photo de chien et une photo de groupe, mais pour faire un double tap. Mais quoi qu'il en soit, tu vois, la première fois que j'ai coaché du handstand push-up, ok, j'ai coaché du handstand push-up, le mec je l'ai attrapé par la jambe, ok, et je lui ai tenu la jambe comme ça contre un arbre et je l'ai guidé comme ça pour qu'il fasse du handstand push-up. Voilà, cette époque-là aujourd'hui elle est révolue et du coup si on veut un CrossFit qui va dans la bonne direction, et c'est un peu ce qu'on est en train tous de faire, hein, bah voilà, tous les métiers doivent se professionnaliser, depuis la personne qui est à l'accueil, qui accueille les clients potentiels, jusqu'à l'entraîneur qui est sur le floor, jusqu'au owner qui lui est le leader et qui doit avoir un projet, tu vois, pour son équipe pour la suite. Et si on fait ça, une nouvelle fois, c'est un message que je répète beaucoup dans le podcast, on va tous faire des trucs qui vont nous rendre heureux déjà. On va gagner aussi notre vie en le faisant, et il n'y a pas à rougir de ça, parce qu'entraîneur de CrossFit, c'est un vrai fucking métier, très technique, très dur, très exigeant, et honneur de salle, la même chose. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre, et c'est ça que moi je vois dans 10 ans. Je vois vraiment les mecs du CrossFit, les entraîneurs et les honneurs, vraiment respectés comme étant des gens qui sont très pointus, okay, dans leur domaine. Et peut-être que sur le mec sur le dance floor c'est pointu dans le coaching, peut-être que sur le gars qui a réussi à fédérer son équipe c'est pointu dans la manière de réunir des gens autour de lui, les faire aller dans une même direction, que la personne qui a l'accueil c'est pointu dans l'écoute qu'elle a envers la personne qui vient se présenter ou qui à un moment donné a un moment de moins bien vis-à-vis de son entraînement et qui est là vraiment pour venir subvenir à un besoin qu'elle aura précisément analysé. Voilà, c'est ce que je pense. Ok, la question des 3 à 5 ans, on la pose à Nomade? Ah bah ouais, hein. Tiens, où est-ce que tu te vois toi? Vas-y. Où est-ce que je me vois? Nomade pour moi c'était vraiment le côté un petit peu itinérant, le côté circuit training, le côté sport pour tous, le côté un petit peu venir, faire 1 heure de sport, se dépenser, s'amuser, s'éclater, repartir bien transpirant et se dire j'ai fait mon taf pour la journée. Et de ce fait, j'aime beaucoup le côté où je peux exercer un petit peu partout, où je veux et quand je veux. J'aime pas trop les attaches, j'aime pas trop le côté... j'adore coacher en boxe, mais pour Nomade, j'aime pas rester en boxe. Et donc de ce fait, peut-être d'ici 3 à 5 ans, pouvoir, au lieu d'avoir un camion tout équipé, pourquoi pas 2 ou 3, et pouvoir développer un petit peu ce concept de circuit training un petit peu partout, avec d'autres collaborateurs qui pourraient aussi taffer un petit peu dans cet même état d'esprit que moi, avec plusieurs camtars, et puis pouvoir aller bouger et entraîner d'autres gars qui sont... il est là ton intro. Du non, c'est une référence, c'est une prime joke à lui et moi parce que c'est une blague. On avait un pote qui avait un camion avant, qui s'appelle Xavier Balta, il est honneur de salle aujourd'hui. Et un jour, un mec l'avait pas traité de manière méchante, mais il lui avait donné ce sobriquet. Il avait dit ouais, toi le gitan du CrossFit, un truc comme ça, parce qu'il était itinérant avec son camion. Faut savoir que Xavier Balta, son frère, c'est quand même le bodyguard de Mike Tyson quand il vient à Paris, ou du moins ça l'a été de nombreuses années. Bref, crois-moi, pour sortir une vanne comme ça sur Xavier Balta, il faut vraiment qu'il fasse très sombre, que tu sois au moins à 2 km dans son dos, ok, et que t'aies pas le vent qui souffle dans ton dos, parce que sinon, il te retrouve, il t'allume. Et donc, moi, ce que j'entends de ce projet-là, hormis l'ADN, et je vais laisser la parole à Steph, hein, c'est que regardez, il est là, mon entrepreneur, tu vois, il est là, le gars qui a faim et qui a envie d'avancer. Et c'est très cool, gros. Et franchement, je te le souhaite vivement. Et au cas où je te dis ça comme ça, Céline qui est dans la boxe là ici, que tu as croisé, notre ancienne athlète. Ouais, je vois très bien. Ok, l'ancienne militaire. Est-ce que tu sais ce qu'elle fait actuellement dans la vie? Pas du tout. Pas du tout, bah ouais. Et bah Céline qui était dans l'armée pendant très longtemps, là maintenant aujourd'hui elle est retraitée de l'armée, quelqu'un qui vraiment fait partie des tout premiers adhérents de CrossFit Louvre. On a vécu 1000 aventures avec elle, on l'a même ramenée une fois chez elle, la pauvre. On était parti à l'étranger en Espagne pour
En 2016, aux régionaux à Caramarca, on était qualifié en équipe. Enfin, David, notamment, moi j'étais une nouvelle fois remplaçant ou juge, je sais plus. Et quoi qu'il en soit, elle s'était blessé le dos. Donc, du coup, c'est Daniel qui avait dû la ramener en voiture intégralement, rappelle-toi, à son domicile. Parce qu'elle pouvait pas prendre l'avion tellement elle était HS. Et aujourd'hui, maintenant qu'elle est plus militaire, et ben, elle a fait une formation de menuiserie. Et son premier objectif, ce qu'elle aurait aimé faire, même si pour l'instant elle travaille dans d'autres domaines parce qu'elle est très occupée, et ben, c'est d'avoir une entreprise d'aménagement, notamment de camions et de vannes, tu vois. Donc si un jour tu veux optimiser un petit peu ou pourquoi pas designer ce qui serait le setup ultime, tu vois, d'aménagement de camions pour nomades, bah tu sais que peut-être là tu as un peu de savoir-faire. Il y a du potentiel vois. pour faire des camions bien aménagés pour le sport. Quoi. Exactement. Cool. Bougie sur la plage avant. Je sais pas si vous avez ce code là. Vous avez ce code là ici? Non, vous n'avez pas ce code. Ok, c'est au bois de Vincennes. Il y a des camions avec parfois des travailleuses du sexe qui sont posées. Et en fait, si jamais elles sont occupées, bah, elles mettent une bougie sur la plage avant. Et si la bougie n'est pas allumée, c'est que tu peux venir toquer à la porte et demander la carte des prestations. Okay. Ne me demandez pas comment je sais ça. Tu voulais ajouter un truc, Steph? Non, moi quand Neumann il racontait son projet, ça m'a fait penser un peu au food truck, mais le sport truck, le crossfit truck, le nomade truck, je sais pas comment on peut l'appeler, mais tu sais le mec qui se déplace, hop, qui ouvre son grand truc, là, les grands camions qui en soirée, mais tu sais version sport énervé. Et j'ai vu un truc comme ça passer sur un groupe de crossfit où tu sais les camions comme ça là, qui débâchent leurs portes et où d'un moment tu as ton comptoir et tu peux commander une pizza par exemple, ben hop, le mec il sort son truc et il y a des mecs qui font comme ça, je sais pas s'il y a Tactical dans le coin, des équipementiers, où hop, tu sors ton truc et t'as un riz carrément qui se déplie et c'est surpuissant. Donc c'est ce qu'avec Xav. Ça peut être dans la continuité de ton projet, je pense. En plus, je pense que t'as vraiment un truc peut-être même avec un peu de saisonnalité, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, notamment pendant la période estivale sur les plages. Je pense que tu as un vrai truc à installer, soit pour faire du small group training le matin, pour les gens qui ont envie de s'entraîner, voilà, à faire un petit WOD au bord de la plage avant de profiter de leur journée, soit faire des animations peut-être en collaboration avec les mairies. On parlait de Lucas, là, qui est l'un de vos coachs aussi, qui lui aussi a une double activité, qui a un camping, qui est proche du coup du circuit. Comment, Paul Ricard, c'est ça? Je suis désolé, hein, j'ai aucune culture sur le sport automobile, mais aussi du coup qui dit qu'en fait il bosse à l'année parce qu'il y a des animations à l'année, donc peut-être aussi potentiellement du taf à l'année. Bref, franchement on vit dans un monde aujourd'hui où il y a quand même de la place pour tout le monde et où effectivement quand tu as une vision, tu peux vraiment avancer. Moi j'avais rencontré une fois, et je suis désolé, je raconte plein d'anecdotes, mais comme ça il sera plutôt cool cet épisode. J'avais rencontré un jour un mec qui s'appelle Frédéric Lopez, je sais pas si vous voyez qui c'est un gros producteur de télévision. Ok, c'est un mec qui fait l'émission qui s'appelle Rendez-vous en terre inconnue. Yes, avec des unijambistes. Avec des unijambistes. Ça te parle cette émission Rendez-vous en terre inconnue? Ouais, en terre inconnue, ouais, mais version unijambiste, non. Non, bah ça c'est bien normal, et c'est un mec une fois que j'ai rencontré en sortant de CrossFit Louvre. Tu la connais toi aussi cette histoire, David, non? Ça te rappelle plus rien? Ok, je sors de CrossFit Louvre et je croise ce mec. Il faut savoir que moi je suis un gros fan de cinéma et je le vois, il est au téléphone. Alors j'ai pas envie de l'emmerder, mais quand même, moi quand je croise quelques personnes qui m'inspirent, tu peux pas m'empêcher quand même d'aller juste leur dire bonjour et merci. Donc j'ai eu la chance de croiser il y a quelques semaines Jérôme Le Banner, avec qui j'ai parlé pendant 15-20 minutes. J'ai croisé une fois Jérémy Irons, du coup voilà, Frédéric Lopez qui pour le coup m'avait marqué. J'ai croisé, son nom ne me revient pas, bref, des fois 2-3 acteurs. J'ai croisé l'acteur qui jouait César dans la série Rome, dont j'ai même plus le nom sur la bouche, mais je l'ai croisé dans le métro, etc. Bref, et en fait à chaque fois avec cette approche, quand tu demandes pas une photo, quand tu demandes pas un truc, mais où tu dis bonjour et tu veux juste dire merci, très souvent ce qui se passe c'est que tu peux avoir enfin tu le cherches pas, mais tu peux avoir créé un échange en fait parce que tu tombes dans de la conversation. Versus le mec qui se lève vénère, comme c'était le cas avec Jérôme là, quand il m'a vu à l'aéroport et je me suis dit ah, putain, il y avait une photo, il s'est mis debout en face de moi j'ai fait pipi dans mon slip et j'ai dit non je peux juste te dire bonjour, et à partir de là on s'est serré la main et on a tchatché et c'est vraiment un mec très cool. Et du coup je croise ce mec là, Frédéric Lopez, qui est au téléphone. Et en fait, il me voit, je lui serre la main, je lui dis je voulais juste vous remercier, ok, parce que votre émission, comme au cinéma, c'est ça l'émission que moi je regardais, parce qu'en terre inconnue c'était moi ma cam. Je lui dis c'est l'une des rares émissions qui fait qu'on est encore content de payer la redevance télé, que j'ai jamais payé de ma vie, mais ça faisait quand même bien dans la phrase d'accroche. Et du coup il me dit ok merci. C'est ça ta technique du coup. Oui c'est ça.
Salut, K, tu me donnes vraiment envie de payer la redevance télé. Et quoi qu'il en soit, il raccroche son téléphone et il commence à me parler, le mec. Et donc du coup on discute, etc. Machin, et puis moi il me demande ce que je fais là et compagnie, donc j'explique, je sortais de la boxe, moi je venais de coacher, donc le crossfit, c'était encore le bail temporaire à l'époque, machin, qu'on allait déménager, que si, que ça, que truc, que j'étais dans tel métier, que je voulais rentrer potentiellement un jour dans un groupe d'intervention, etc. Machin. Et il s'arrête, il me dit un truc hyper puissant, il me dit, tu sais, j'ai aucun doute sur le fait que ça va bien se passer, parce que la vision de ce que tu as envie de faire dans ta tête, elle est très claire. Et elle est tellement claire, elle me dit que ta vision, elle va s'imposer aux autres. Il me dit, et ça c'est un truc très important, il me dit, ta vision, quand elle est claire dans ton esprit, quand elle dirige tout ce que tu fais, elle s'impose aux autres. Donc toi, tu crois que tu as des bonnes choses qui t'arrivent, mais en fait, en vérité, c'est toi, quelque part, qui a forcé ta chance. Et franchement, cette phrase, elle m'a hyper marqué, j'ai toujours gardé ça en tête, sans compter que ce mec là c'était vraiment une des grosses réussites, tu vois, du monde de la télévision. Et vraiment, j'insiste, si vous connaissez pas le travail de Frédéric Lopez, allez regarder En Terre Inconnue, Comme au cinéma, Panique dans l'oreillette, plein d'autres émissions qu'il a pu faire qui sont vraiment relativement incroyables. Voilà, bon, l'histoire pourrait s'arrêter là, mais après il m'a invité à manger japonais, il m'a expliqué qu'il était homosexuel et il m'a fait du gringue. Non, c'est vrai. Non, c'est une vraie histoire. Et je sors cette information pas pour bitcher, parce que depuis il a fait il en a fait état dans les journaux, mais ça n'a rien enlevé au fait que déjà j'ai passé une fucking bonne soirée. Même le matin, le lendemain, ça allait. Même le matin, ça allait vraiment bien. Je me suis senti vraiment plus en paix avec moi-même. Mais qu'en vrai, ce mec-là, avec moi, il se rappellera jamais de cette histoire, parce que pour lui, ça devait juste être un repas auprès d'un jeune et faible avec encore un petit peu de pec et d'acné qu'il avait tenté de faire tomber dans les mailles de son filet. Mais moi, j'ai gardé un souvenir incroyable, tu vois, de cet échange, et beaucoup de bienveillance dans les échanges qu'on a pu avoir. Et voilà, il avait même été assez cool pour filer un coup de pouce, ou du moins accepter de recevoir un CV, un entretien de la part d'une de mes ex-copines, Céline, que toi tu as connue, qui faisait à l'époque un boulot dans l'audiovisuel, et donc qui cherchait un stage et tout. Donc voilà. Et donc il est sur ma liste, tu vois, des gens avec qui j'aimerais beaucoup manger. Il me reste 2-3 personnes. Il me reste Jean-Claude Van Damme. Si un jour tu écoutes ce podcast, sache que je vais toujours rue de Pontieux, là où tu vas au Point Soleil, pour essayer de te croiser et peut-être discuter avec toi. Ben oui. T'inquiète, la dernière fois je l'ai manqué de 10 minutes, je te promets. Il m'a dit, Guillaume, il m'a envoyé un petit message. Parce que le patron de ce Point Soleil, c'est un de nos athlètes, donc tu vois, et donc à chaque fois on lui dit, attends, si Jean-Claude y vient, tu nous appelles, on vient en trottinette, hein, on se pointe direct. Je te montrerai les photos. Et ça c'est le premier mec. Et le deuxième mec, et j'arrêterai peut-être avec cette histoire, on pourra conclure le podcast, moi j'adorerais avoir l'occasion de dîner avec Thierry Ardisson. Okay, vous voyez tout ce qui est Thierry Ardisson, le mec qui faisait... déjà parce qu'en fait il faut comprendre que moi je suis issu d'une famille monoparentale, que ma mère m'a eu très jeune, et que donc j'ai passé très tôt beaucoup de temps seul, quand j'étais préadolescent. Voilà, c'est pas pour faire du Zola, mais moi à partir de 9-10 ans j'étais tout seul chez moi jusqu'à tard le soir, et donc j'ai notamment été élevé par cette petite boîte qu'on appelle la télévision. Et la raison pour laquelle je parle seul, c'est sans doute parce que j'ai passé la plupart de mon enfance à me parler seul à moi-même. Donc j'ai vraiment gardé cette faculté incroyable, et donc je regardais énormément les émissions de Thierry Ardisson. Mais quand je fais les émissions de Thierry Ardisson, notamment les émissions de Thierry Ardisson que t'es pas supposé regarder quand t'as 12-13 ans, genre Paris Dernière. Si vous ne connaissez pas Paris Dernière parce que vous êtes de la génération Z, allez sur YouTube, tapez Paris Dernière, regardez l'émission de Thierry Ardisson, vous y verrez des grands intellectuels, etc., mais aussi des donjons SM cachés au milieu de Paris, où vous avez un mec dont le fantasme sexuel est de se déguiser en bagnard, de vivre dans une cave pendant 2-3 jours et avoir sa maîtresse dominatrice qui lui jette des quignons de poulet. Et c'est une émission incroyable de Thierry Ardisson qui mélange à la fois des échanges avec des élites intellectuelles de ouf, des acteurs, des artistes, des chanteurs, et en même temps des endroits saugrenus dans Paris. Et c'est une émission qui est filmée caméra à l'épaule, donc tu vois jamais Thierry Ardisson dans l'émission, tu vois que les personnes avec qui il parle, comme si tu étais en POV, en point of view pour les amateurs de jeux vidéo, de point of view. Et donc voilà, et donc tu l'entends parler. C'est une émission qui a été reprise ensuite par un mec qui s'appelle Frédéric Tadei pendant plusieurs saisons, et qui sera peut-être reprise dans quelques années, je vous dirai pourquoi. Et j'étais aussi un grand fan de Tout le monde en parle, qui est une émission de ouf qui passait sur la 2. Alors aujourd'hui, des fois, on repasse certains des extraits, on sort de leur contexte. Il a l'air de passer Thierry Ardisson pour un mec
voilà, un peu réac, pas très poli avec les femmes et tout. J'en sais rien vraiment dans les détails, mais si vous voulez avoir des longues interviews de certaines personnalités publiques, bah, tout le monde en parle, c'est une des seules émissions où vous pouvez entendre des politiciens parler pendant 30 minutes, des auteurs parler pendant 30 minutes sans interruption. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Élie, j'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce que tu l'as imaginé, la rencontre avec Thierry Ardisson? Mais j'étais à deux doigts de l'imaginer être là, rencontrer Thierry Ardisson, parce que figure-toi que quand j'étais policier, j'ai eu une relation avec une fille qui était journaliste, enfin pas journaliste à l'époque, stagiaire dans l'émission pour l'émission de la matinale sur LCI. Cette jeune fille, elle s'appelle Anne-Chloé Beauté, j'en profite pour la saluer. Et à l'époque, c'était le début de sa carrière. Elle atteint... Elle était, exactement, elle était non mais j'avais 25 ans, c'est 13 ans en arrière les gars. Mais c'était l'assistante d'Elvis Crespo-Mara. Et Elvis Crespo-Mara, c'est encore aujourd'hui, ça l'était à l'époque, la femme de Thierry Ardisson. Donc moi, quand j'étais avec cette fille-là qui était journaliste, j'avoue que moi, mon seul but, je disais franchement, tu me ferais tellement un kiff si on avait la chance de boire un café, de croiser, de serrer la pogne, ok, de Thierry Ardisson, qui d'ailleurs vit pas loin de la rue Saint-Honoré, il vit pas loin de la boxe. Et en fait malheureusement, bah, cette jeune fille m'a jeté en l'air, ok, avant qu'on ait l'opportunité d'aller faire ce truc avec Thierry Ardisson. Mais bien sûr que j'ai visualisé cette rencontre et j'étais à ça. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot parce que pour ceux qui le savent pas, je bosse à l'heure actuelle sur un documentaire autour de femmes qui font du CrossFit, ok, dont Mélodie Andréani, comme ça je cite tous les noms de tout le monde, mais aussi d'autres athlètes francophones. Et je vais vraiment travailler fort sur ce documentaire. J'espère que je vais réussir à trouver une plateforme de diffusion pour ce documentaire d'ici 2024. Je suis encore dans la phase de production, mais le hasard fait que je suis en relation avec quelqu'un qui est en train de m'épauler pour le faire diffuser, et ce quelqu'un, dont pour le coup je tairai le nom, et bah lui aussi, au travers de la boîte de production qu'il a, devine avec qui il travaille. Thierry Ardisson. Et ben voilà, ok. Donc je peux te dire que voilà la radime, je lâche pas l'affaire et que si j'ai la chance, ok, je ferai tout, j'espère un jour pour avoir ne serait-ce qu'un échange de 10 minutes avec Thierry Ardisson, parce que je pense que c'est un homme de télévision avec qui ça vaut la peine de parler. Voilà. Tu vas te retrouver comme ça là. Bah écoute, je viens de dire que j'ai une expérience homosexuelle. Bon bah tu vois, si tu sous-entends qu'un jour je devais reprendre de la cocaïne pour être sympa avec Thierry Ardisson, ok, peut-être que c'est un effort que je suis prêt à concéder, tu vois. Je suis pas sûr, mais bon, on sait jamais. Cool. Élie, t'aurais 2 minutes pour en dire un peu plus sur ton documentaire, dans les grandes lignes, sans rentrer dans les détails, mais date de sortie, de quoi ça parle? Alors pour l'instant, j'ai aucune date de sortie. J'ai même pas le format exact pour tout vous dire du documentaire, parce qu'en m'avançant dans ce projet, j'ai découvert que à l'heure d'aujourd'hui, surtout si tu avais envie d'être diffusé sur une plateforme de diffusion, c'est pas toi qui arrives avec ton documentaire, c'est eux qui te disent ce qu'ils ont envie que tu fasses comme documentaire. Même sur YouTube? Ouais, mais je veux pas qu'il termine sur YouTube. Je veux pas que ce documentaire termine sur YouTube, parce que la personne avec qui j'ai la chance de le réaliser, moi je réalise rien. Je suis là en qualité de pseudo-producteur, et c'est très très galvaudé comme terme, mais la personne qui réalise, c'est vraiment un ami qui m'est proche, qui est vraiment un monsieur de cinéma, c'est Raïm, que tu connais. Et YouTube, ça serait une insulte un peu à sa production. Je sais pas si ce serait une insulte, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, tu parlais des petites révolutions qu'on peut mener à son niveau, et ben en fait, moi, ma petite révolution, c'est de faire en sorte que ce documentaire, on arrive à le mettre sur une plateforme de diffusion, voilà, entre guillemets, qui pèse un peu. Moi, on va voir Élie sur Netflix. Non, moi tu me verras pas. Moi tu me verras pas. Moi tu me verras pas. Je serai derrière. Tu verras en train d'éponger le front de Mélodie au French. Ouais, c'est ça. Vas-y ma chérie, tu peux y aller. J'ai failli le dire avec mon gland, mais je ne le dirai pas. Ah, peut-être que je l'ai dit, mais c'est pas grave parce qu'on est déjà à 1h17 de podcast et que personne n'ira jusque-là, ok? Mais détrompe-toi. Fais le test. Si tu as écouté le podcast jusque-là, tu dois venir nous voir. Viens nous voir. Si tu m'envoies un DM avec marqué gland, ok, sur Instagram, je saurai que je sais que t'es un vrai fan du Shaker Show. Ok, on saura, ok? Du coup, la personne elle a des Wood & Go gratuits. Bon, on peut peut-être s'arranger. Ok. Non, blague à part, je peux te donner, je pourrais peut-être vous faire avoir un des nouveaux t-shirts All Out que je suis en train de faire sortir. Mais en tout cas, voilà, je veux que ça sorte sur une plateforme de diffusion. C'est mon challenge personnel à moi. Je veux que ça rende honneur au travail du réalisateur qui, franchement, fait un boulot de fou et qui travaille
pour ainsi dire à l'heure actuelle gratuitement, il travaille juste sur la potentialité qu'on arrive à trouver quelqu'un intéressé pour acheter ce documentaire. Et pour parler simplement de quoi ça parle, c'est pas un documentaire sur le CrossFit, c'est un documentaire sur les femmes au travers de 3 portraits croisés. Okay. Il se trouve que ces femmes-là, effectivement, feront du CrossFit, mais la vraie question, c'est plutôt, c'est quoi le regard qu'on porte sur toi quand tu es une nana qui a décidé de faire un peu ce qu'elle avait envie de faire en 2024. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans une société incroyable où on veut et on doit, et c'est très bien, tolérer toute chose. Et moi, à la rigueur, j'ai pas de problème avec ça. Tu vois, c'est très bien, mais il y a des fois des basiques qui ne sont pas acquis. Tu vois, donc on est tous porte-drapeau, chacun des batailles qui sont importantes pour nous, et je respecte les batailles des autres. Mais je trouve ça toujours, parfois, pas que c'est aberrant, mais aujourd'hui, par exemple, une fille qui fait du sport, on va la regarder bizarrement. Une fille qui est ronde, on va la regarder bizarrement. Une fille qui est maigre, on va la regarder bizarrement. Et moi, je trouve ça hallucinant. Donc cette idée de documentaire, elle est née lors de mon dernier voyage à Londres, où je suis parti à la boutique Gymshark, et où j'ai regardé, je vous invite à y aller, c'est vraiment fou cet endroit d'ailleurs. Premier millionnaire, hein. Il a commencé dans son garage, le mec il est milliardaire aujourd'hui en Grande-Bretagne, le créateur de Gymshark. Un gars quand même qui s'est fait tout seul avec les réseaux et avec, voilà, parti de rien. Donc encore un gars avec une vision de ouf. Et en quoi qu'il en soit, dans ce magasin qui est très tourné sur le fitness, où ils ont vraiment créé une vraie expérience, tu peux aller boire un shaker de prod, faire des cours de sport gratos et tout, et bah les mannequins, femmes notamment, ont tous des gabarits différents. D'accord? C'est-à-dire que t'as des mannequins de femmes qui sont objectivement en surpoids, tu as des mannequins de femmes qui sont hyper athlétiques, tu as des mannequins de femmes qui sont hyper filiformes, et tu les as en plus dans des positions où elles squattent, elles font des presses, elles tiennent des dumbbells et compagnie. Et du coup, moi je trouvais ça cool parce que je me suis dit, ok, c'est quand même chouette, c'est vraiment, ça s'ouvre aujourd'hui à tout le monde. Tu me diras, je suis passé devant Victoria's Secret à l'aéroport, et tu avais aussi des mannequins et des photos de toute taille. Ne me demande pas pourquoi j'ai pris le temps de regarder, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un fait. Et en fait, à ce moment-là, moi je me suis dit qu'il y avait une histoire à raconter. Je t'ai dit, j'ai vécu tout seul, je peux me parler tout seul. Mais je me suis dit qu'il y avait un vrai truc à raconter à ce moment-là, parce que pour vivre avec quelqu'un qui crée du contenu sur les réseaux, je peux te dire que je vois l'envers du décor. C'est-à-dire qu'entre les mecs qui t'envoient des photos de leurs pieds, qui t'envoient des photos d'autres organes que leurs pieds, voilà, et une nouvelle fois, et puis parfois toutes les énergies un peu dégueulasses aussi que tu peux recevoir, il y a des énergies hyper positives, hein, des super messages de soutien, et je me suis dit, attends, mais c'est un truc de ouf en fait. Quand t'es une meuf, si t'es grosse, on te chie dessus, si t'es mec, on te chie dessus, si t'es athlétique, on te chie dessus, si tu fais, tu vois, et on confond tout, quoi. En fait, si t'es musclé, t'es masculin, si t'es un mec maigre, ça fait de toi un mec féminin, si t'es un mec schlag, t'es moins viril que si t'es un mec pas schlag. En fait, c'est débile. Et donc, je me suis dit, voilà, il faut raconter une histoire, et une histoire pas qui parle de CrossFit, parce que aujourd'hui, quand tu parles du CrossFit, tu parles à peu de gens, alors que quand tu parles d'un documentaire potentiellement sur les femmes, tu parles à 50% de la population, plus Léonis, tu vois. Donc, c'est quand même vraiment un truc ouf. Et bam. c'est parce que les absents ont toujours tort, tu vois. Et donc voilà, c'est l'idée de départ du documentaire. Ce sera un portée-croisée de femmes qui sont très différentes, qui sont dans cet univers, c'est vrai, du CrossFit. Il y aura de la compétition, il y aura du suspense, il y aura des côtés palpitants. Il y aura des pleurs, hein, ça c'est sûr. Hein, je peux te dire, c'est quand même des meufs, comme ça, donc il y aura forcément des pleurs. Mais au-delà de tout ça, voilà, ce sera le but je l'espère, de ce documentaire. On verra la forme qu'il prendra. Ce sera de raconter quand même le parcours de 3 personnes qui s'épanouissent en vivant leur vie de nana comme elles ont envie de la vivre. Et l'un des teasers qu'on n'a pas utilisé, c'était un teaser qui ressemblait à une citation d'Aristote qui disait, ok, Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse aller au combat de par sa vigueur, et la douce nature de la femme pour qu'elle puisse rentrer et être à la maison, tu vois, signé Aristote. Et ça passait directement sur un changement d'écran avec marqué Go fuck yourself, signé les CrossFit Girls, tu vois, un truc comme ça. Et voilà, j'espère que ça aura un ton un peu, en anglais on dit unapologetic, tu vois, un ton qui, en gros, on s'excuse pas, tu vois, de ce qu'on est, de ce qu'on fait, que ce sera fun, qu'on arrivera à faire quelque chose que les gens seront contents de regarder, et qu'en étant le premier documentaire intégralement en français à être placé dans l'Hexagone sur une plateforme de grosse diffusion, type pourquoi pas Netflix, Prime, Canal+, j'en sais rien, et bah voilà, je montrerai ma petite révolution du truc qui fera que dans 10 ans, le CrossFit il est placé peut-être dans les endroits qu'on a évoqués tout à l'heure. Voilà. Top.
Sur ce, les gars, je vous souhaite de passer une très très bonne journée ou une très très bonne soirée. C'était le dernier épisode du Shaker Show. Oui, c'est le dernier de la saison avant le prochain, David. Ok. C'était peut-être le dernier épisode avec David, le nouvel, parce que depuis tout à l'heure, il me fait des langages des signes. Ok. Et en attendant, si, on doit quand même se quitter avec un truc. Ouais, mais c'est pas grave, parce que c'est eux deux qui vont faire. On termine chaque épisode du podcast du Shaker Show avec une recommandation. Non, on va faire que deux. On en a donné une dans le dernier numéro, David et moi. J'aimerais que vous fassiez une recommandation. La recommandation, ça peut être un film qui vous a inspiré, un bouquin que vous avez lu, un entraînement que vous avez fait, un podcast que vous écoutez, un truc qui vous a marqué, etc. Peu importe ce que c'est. Ça peut être un modèle de calibre qu'on devrait acheter si on veut s'initier dans un stand de tir. Bref, ce que vous voulez, mais un truc qui vous appartient à vous et que peut-être les gens qui vous ont écouté, qui sont, si jamais ça leur a un petit peu, si jamais ça les a titillés, qu'ils ont envie de, voilà, peut-être de suivre vos recommandations, ils vont peut-être pouvoir le faire. Nomade, tu veux commencer? Non, je te laisse commencer, ça me laisse le temps de réfléchir. Attends, lui avec tous les fucking comics qu'il a lus, tu vas pas me dire qu'il est pas capable de recommander une mini-série de comics que tout le monde devrait avoir lu pour sa culture générale, bordel. Faut voir avec lui, ça. Ah bah oui. Et là, je vais piéger les 15 000 auditeurs qui m'écoutent, qui sont jusqu'à la fin de ce podcast et qui pensent que du coup je vais dire un truc Marvel alors que pas du tout. Si je recommande à faire, c'est un petit film qui s'appelle Yip Man avec un Y. C'est le maître d'arts martiaux de Bruce Lee. Et ce film, en fait, ça a été un déclic. Je l'ai vu jeune et ça a été le déclic pour commencer les arts martiaux. Je commençais un peu jeune et j'adore ça parce que c'est le mec, c'est le plus fort en fait. C'est un peu comme Sangoku dans DBZ et il est humble et il est gentil et du coup ça inspire un peu mes valeurs, mes fondations et mon caractère. Voilà, donc c'est un truc que c'est avec Donnie Yen. Donnie Yen, exactement. Qui d'ailleurs pratique vraiment le Wing Chun et voilà, un vrai artiste martial qui est acteur. Et il pratique pas que le Wing Chun si tu veux tout savoir. Ok, Nomade, à toi de jeu. Ok, comme ça qui me vient de suite là, je dirais pour tous ceux qui veulent tirer un petit peu, prenez pas des 9 mm, prenez des AR-15, on prend direct le gros, c'est le top. Et ben voilà, tu vois, c'était pas compliqué. Les loulous, c'était la fin de cet épisode du Shaker Show. On espère que vous avez pris du plaisir à l'écouter. Une nouvelle fois, si un jour vous êtes de passage dans le sud, que vous avez envie de passer un bon moment avec une équipe de garçons et de filles qui vraiment sont très investis dans le projet de la boxe et de leur communauté, vous n'hésitez pas. Vous passez la porte de CrossFit Bandol. Je vous rappelle aussi que si vous faites ça, il n'y a pas beaucoup de maniésie ici parce que les gens ont tous des super maniques. Si vous aussi voulez des belles maniques, vous allez sur www.wodengo.com, vous achetez ce que vous voulez, vous rentrez Shaker15 à la fin dans le code promo et ça vous fera 15% de cadeau. C'était le Shaker Show. Je vous dis à tout bientôt. Ciao.